Mesdames et messieurs, représentant les étudiants du Master 1 Management et Communication à IE Lyon, je voudrais vous remercier d'être venus. Merci aux intervenants et à vous tous qui êtes venus nombreux pour assister à cette conférence sur l'égalité et la mixité professionnelle qui est aussi un projet de notre formation. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont permis d'organiser cette conférence. Monsieur Jérôme Brive, directeur de l'IE Lyon, qui nous fait confiance dans la réalisation de tous nos projets. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont suivis dans cette aventure, notamment GDF Suez par intermédiaire de Madame Suzanne Di Michele, responsable Europe des relations extérieures, et Madame Anne Archambault, son assistante. Je voudrais remercier également à Madame Catherine Parmentier, directrice de la communication d'IE Lyon, et Madame Elisabeth Conzanter, notre responsable pédagogique, et toutes les autres personnes qui nous ont apporté leur aide. J'espère que vous allez passer un agréable moment et que cette conférence nous permettra à tous de comprendre les enjeux et d'aborder les pistes de solutions possibles quant à la mixité dans les entreprises. Je vous remercie vivement de votre attention. Et après, je vais laisser ma parole à mes camarades de présenter les intervenants que nous appellerons au fur et à mesure sur la scène. Merci Chao. Nous invitons Madame Morin à nous rejoindre. Donc, Madame Morin, directrice adjointe des ressources humaines de GDF Suez, en charge de la mixité, de la RSE et de l'orientation. Donc, le groupe GDF Suez accompagne les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel. La filière RH a donc un rôle essentiel, notamment par exemple pour ouvrir les métiers techniques aux femmes. En juillet 2014, dans le cadre de la campagne nationale pour la mixité des métiers, Madame Morin, en tant que représentante du groupe GDF Suez, a participé à la création de la Fondation Égalité-Mixité. Nous accueillons maintenant Pierre-Yves Ginet, journaliste et rédacteur en chef du magazine Femmes ici et ailleurs, qui met donc en lumière les femmes agissantes depuis 2003 via ses écrits. C'est aussi un plaidoyer pour la reconnaissance des femmes tout autour du monde. Oh, pardon. C'est bon ? Monsieur Christophe Falcoz, chercheur et professeur associé à l'IAE Lyon, responsable du Master 2 Management des ressources humaines et organisation et directeur du cabinet RCF Management. Dans le cadre de son activité de chercheur, il a été amené à publier plusieurs ouvrages portant sur le management de la diversité autour des thèmes de recherche qui sont les siens, à savoir l'égalité, la diversité et la discrimination. Et enfin, Marie Thévenet, entrepreneuse et étudiante en Master 2 en Management et Communication à l'IAE Lyon, qui est cofondatrice et responsable communication et commerciale de l'entreprise Mentalo, donc une entreprise d'orientation personnalisée pour les jeunes. Voilà. Nous passons désormais la parole à notre animateur professionnel, Claude Costa-Scherer. Très bien, merci pour ce travail de présentation, il est important. Ça va nous permettre de situer effectivement l'ensemble de nos intervenants. Bienvenue, merci à vous d'être avec nous. Juste peut-être un rappel de méthode. L'idée a été d'organiser ce temps en deux axes. D'abord, peut-être faire un peu l'état de la situation, parce que, je le disais, nous sommes en 2015, cette question n'est pas nouvelle, elle n'est pas neuve. Il y a eu des avancées, il y a peut-être des points, effectivement, malheureusement, de stagnation. Il y a sans doute des points aussi très irréductibles encore. Il est important de les évoquer. Donc, premier temps, avec nos intervenants, on regarde à travers le regard qui est le leur, de la place qui est la leur, comment ils abordent cette question de l'égalité professionnelle. Et puis, je crois que c'est un des objectifs des étudiants, soyons centrés solutions. Projetons-nous et voyons les champs sur lesquels les situations peuvent évoluer. On s'inspirera, madame, du travail que vous faites dans votre entreprise, parce qu'elle est exemplaire en la matière. Ça mérite d'être dit, quand c'est le cas. Elle est exemplaire en la matière. On s'appuiera donc sur votre expérience et puis on demandera à nos intervenants de la place qu'elle a leur, peut-être de pousser un petit peu plus loin, d'aller vers des champs un peu inexplorés. Et bien évidemment, cette soirée est aussi faite pour vous.
Donc nous avons imaginé que chacun de ces temps pourrait être partagé avec vous. Donc on aura à chaque fois 10 à 15 minutes d'échange avec le public. Et puis c'est une tradition à l'IAE, je crois. Ça se termine autour d'un verre, on conclura. Et puis si vous êtes encore là, si on a su vous passionner, on ira boire un verre ensemble. Voilà. Merci donc à vous d'être avec nous. Alors je voudrais qu'on commence tout de suite par vous, Monsieur Falcoz. Vous êtes, on l'a entendu, professeur associé. Vous êtes aussi consultant. Et c'est important parce que vous consultez, vous accompagnez des entreprises. Donc vous avez ce regard à la fois finalement de l'enseignant-chercheur et puis celui de l'homme de terrain. Alors, Monsieur Falcoz, je pose ma question comme ça. En 2015, on n'a pas beaucoup avancé, hein. Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, je vais prendre un peu la casquette plutôt d'abord du chercheur. Je suis professeur associé ici, on est à l'IAE, donc je vais commencer avec cette casquette. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais effectivement, si on prend un regard un peu macro-social sur la situation française en particulier, et qu'on s'intéresse à la question de la mixité, on est quand même face à un constat de relatif immobilisme. Donc je pense qu'il se passe beaucoup de choses, mais que les chiffres globaux ne le montrent pas encore. Alors il y a en fait une statistique qui est très intéressante à regarder, on la regarde depuis longtemps, c'est la répartition des hommes et des femmes dans les métiers. Donc l'INSEE classe les métiers, la fameuse famille professionnelle, les fameuses familles professionnelles en 87 métiers. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 23 métiers à dominante féminine, donc qui sont occupés par plus que de 50% par des femmes, 44 métiers qui sont à dominante masculine et 19 qui sont mixtes. Et ça n'a pas bougé depuis 83. Donc, en gros, on a un premier phénomène, c'est qu'en général, les femmes se concentrent sur un petit nombre de métiers. Pour le dire autrement, lorsque l'on se met à compter les métiers en partant des métiers les plus masculins et les plus féminins, il faut 12 métiers pour trouver 50% des femmes qui travaillent, alors qu'il faut 20 métiers pour trouver 50% des hommes qui travaillent. Donc, on le sait, les femmes vont vers un petit nombre de métiers et elles sont cantonnées à un petit nombre de métiers. Ça veut dire que les métiers ont encore un sexe? Je crois que ça est un élément de débat. Oui, bien sûr. Alors, il y a énormément de publications et souvent sous cette question-là. Alors bien sûr que les métiers n'ont pas de sexe, mais nos comportements sociaux leur donnent un genre. Alors je vais vous donner des exemples parce que rien que les intitulés valent déjà. Enfin, en général, tout est dit. Donc les métiers qui ont moins de 5% de femmes sont conducteurs d'engins dans le BTP, le gros œuvre, le béton, la réparation automobile, la maintenance. Voilà, alors là, c'est des métiers qui sont, pour ainsi dire, absents de femmes. Et puis si on prend les métiers qui sont quasi exclusivement féminins, alors ce sont les fameux métiers du care, comme disent nos amis anglais, aide-soignante, aide maternelle, agente d'entretien, je ne sais pas si on peut dire ça, enseignante, vendeuse, secrétaire, employée de la fonction publique, infirmière, profession paramédicale et les cadres des services administratifs, comptables et financiers qui aujourd'hui est un métier très très féminin. Donc on a des métiers qui sont aujourd'hui occupés à 98% pour le métier de secrétaire par des femmes et probablement qu'un jour il y aura l'égalité quand des femmes et des hommes cadres demanderont à se faire servir un café par autant d'hommes que de femmes. Bon, ça, c'était la boutade. Donc, bien évidemment, on voit que les métiers sont encore extrêmement genrés et que les jeunes, lorsqu'ils sortent du système scolaire, universitaire ou avant, ont tendance à avoir une orientation qui est préétablie par le genre et qui les emmène vers certains métiers. Alors, du coup, les statisticiens s'amusent beaucoup à mesurer des effets de ségrégation. Donc la ségrégation des postes et des métiers aujourd'hui, elle est forte, c'est une évidence. On l'observe aussi si on regarde les fonctions. J'enseigne en RH, nous sommes avec un master en com. Cherchez les garçons, vous allez voir, on n'en trouve pas beaucoup. Même parfois, on pousse certaines candidatures pour avoir un homme. Ça m'est arrivé une fois, je l'avoue. Et puis, on peut le faire aussi en raisonnant sur les secteurs. On aurait d'activités, on a exactement les mêmes phénomènes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et parfois un peu inquiétant de le lire, c'est que la ségrégation professionnelle, elle est particulièrement importante chez les jeunes. En fait, l'orientation vers le premier poste est extrêmement genrée. Et après, les parcours professionnels et les mobilités font que si on regarde la répartition des métiers, mais avec les gens avancés en âge, on a moins de ségrégation dans les métiers. C'est aussi bien évidemment plus fort chez les gens peu qualifiés.
Alors c'est un bon message pour les étudiants qui sont ici. Plus vous avez un diplôme élevé, plus vous échapperez, et surtout les filles, à la ségrégation. Enfin, les garçons, je pense, sont parfois aussi enfermés dans ces ségrégations. Et puis, bien sûr, il y a le fait d'être parent avec de nombreux enfants. Le troisième enfant étant très explicatif du fait que les femmes se retrouvent énormément dans les métiers très féminins. Bon, ça, si vous voulez, on pourra en reparler, parce qu'il y a plein de raisons à ça. Juste pour terminer, par rapport à cette question de la ségrégation, alors comme les filles réussissent de mieux en mieux et depuis longtemps dans leurs études, elles accèdent de plus en plus aux postes de cadre. Donc là où la ségrégation a le plus baissé, c'est dans les postes élevés, dans les postes très qualifiés. Par contre, la ségrégation s'est maintenue, malheureusement, il y a des effets de vases communicants. Le statut de cadre a fait baisser le phénomène de ségrégation dans les métiers, mais comme les métiers de service à la personne, en particulier dus au vieillissement de la population, se développent énormément et qui sont extrêmement féminins, ils pèsent de plus en plus lourd dans l'ensemble des métiers et donc ils contribuent à maintenir la ségrégation homme-femme à un niveau élevé. Pour terminer, si on voulait faire en sorte que les métiers soient parfaitement mixtes, il faudrait qu'il y ait 50% des hommes ou 50% des femmes qui changent demain matin de métier. Donc on voit bien à quel point aujourd'hui, si on a un regard national, eh bien, la ségrégation reste forte dans les métiers. Ok, alors les éléments que vous évoquez, j'aurais encore une question à vous poser. Les éléments que vous évoquez sont de nature très statistique, sont de l'ordre du constat, mais sur finalement, et ça m'intéressera d'avoir votre point de vue, sur ce qui explique encore tout ça. J'ai relevé deux choses. La question éducative, qui reste encore sans doute très fortement marquée, l'environnement socio-économique. Mais est-ce qu'on voit apparaître, et pour le coup après je demanderai aux étudiants de venir intervenir autour d'un verbatim, parce que je crois que les éléments du langage aussi, la manière dont on communique, est-ce que ce sont aujourd'hui des facteurs nouveaux? Est-ce qu'il y aura une tendance un peu plus sournoise? Je l'ai vu dans une enquête, je crois que les jeunes avaient faite, où ils disaient, il me semble qu'il y a des formes de ségrégation qui sont plus sournoises qu'avant. Est-ce que vous avez observé ça, M. Falcoz? De toute façon, au fond, on revient toujours à la même chose, c'est les stéréotypes de genre. Il est vrai qu'ils sont extrêmement puissants, difficiles à déconstruire, on en a tous dans notre tête, c'est des prêts-à-penser qui sont quand même bien pratiques et qui font que, en particulier en bas âge et dans les grands moments de l'orientation, on va dire oui mais les maths c'est plutôt pour les garçons, oui mais les lettres, il y a 70-80% de filles dans la fac de lettres ici. Donc effectivement, tout ça au nom d'un certain nombre de stéréotypes qu'il faudrait largement déconstruire. Et puis après, effectivement, il y a des phénomènes de communication qui sont extrêmement importants. Et quand on parlera de l'action des entreprises, qu'effectivement, il y a des entreprises qui sont maintenant extrêmement sensibles à tous ces phénomènes, les stéréotypes de métier et les effets de communication interne et externe. Il y a des fois, ça m'arrive encore, quand j'arrive dans des entreprises, pour quelle que soit la raison, lorsque l'on voit certaines plaquettes, alors en particulier quand l'entreprise fait du B2C, du marketing à destination des consommateurs, et quand on voit que la plaquette présente un couple, monsieur, madame, une trentaine d'années, bien blanc, avec 3 enfants, et on a un effet d'enfermement, on a une reproduction du stéréotype d'une femme légèrement en retrait, qui s'occupe des enfants, et quand elle en a 3, elle est plutôt chez elle, et elle ne travaille pas ou à temps partiel. Donc, oui, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant aux images et aux termes qu'on utilise, et de façon, et c'est très insidieux, et c'est tout le temps, et ça assène un message. Alors la publicité, c'est juste, alors là, ça prend des proportions d'ultra caricature, c'est du préjugé, on pourrait carrément dire, et là, effectivement, il faut être vigilant, et on contribue tous, en regardant ou en faisant ce genre de communication, à entretenir des stéréotypes qui font cette orientation très ségrégée. Donc nous-mêmes sommes effectivement porteurs, consciemment et inconsciemment, d'un certain nombre de stéréotypes. Je peux vous demander de venir nous présenter, ils ont fait un petit travail, je crois, de repérage sur des documents différents, et vous allez nous montrer 2 ou 3 cas, 2 ou 3 situations qui vous paraissent assez flagrantes à travers ce que vous avez nommé des verbatims. Bonjour à tous. Donc, nous avons en effet, à travers la presse, nos camarades de classe ont repéré des verbatims de femmes s'exprimant sur leurs conditions professionnelles. Ces verbatims, on les a classés en 3 axes. Dans un premier temps, des stéréotypes qui persistent. Ensuite, un plafond de verre difficile à franchir, on l'a un petit peu déjà évoqué. Et enfin, les conséquences de ce plafond et ce que sont obligées de faire les femmes pour le contourner. Les sociologues évoquent 4 rôles de la femme dans la société. Le premier rôle est la femme-femme. Et quand elles s'expriment sur ce rôle, les femmes ont l'impression d'être cantonnées à un physique. Pour ne pas être taxée de fille aux pannes ou de ravissante idiote, je mise sur la sobriété totale. Le second rôle est la femme professionnelle. Et quand elles en parlent, elles ont l'impression que leur réussite peut être considérée comme suspecte.
Sous prétexte que je co-dirigeais la société avec un homme, on me soupçonnait d'être sa maîtresse. C'était vraiment humiliant. Oui. La phrase est convenue. Merci. Le troisième rôle est la femme épouse. Et en parlant de ce rôle, les femmes considèrent parfois qu'elles sont inféodées à leur mari. Toute notre histoire est marquée par ce compromis accepté. Les femmes n'auraient pas besoin d'un salaire à part entière puisque Monsieur Ganepin est là. Et enfin, le dernier rôle est la femme mère. Et parfois, elles peuvent considérer, lorsqu'elles s'expriment à ce sujet, que ça peut être handicapant pour elles. Cette histoire de maternité, ça se retourne quand même un petit peu contre les femmes. Il y a quand même un retour en arrière. Donc en effet, il y a un plafond de verre et les femmes pensent souvent à tort qu'elles ne peuvent pas le contourner. Premièrement parce que les femmes sont jugées comme incompétentes et dépendantes de l'homme. Par exemple, on a une citation qui dit « Beaucoup s'adressent à l'homme, même si c'est un jeune stagiaire ». Et ensuite, les femmes sont aussi taxées de comportements suspects. Il faut tordre le cou à cette idée reçue. Non, les femmes ensemble ne se crêpent pas forcément le chignon. Je laisse la parole à Camille qui va nous parler des conséquences de ces inégalités. Donc en effet, ces inégalités ont des conséquences sur la situation de la femme au travail. Elles pensent qu'elles doivent redoubler d'efforts et prouver leurs compétences davantage que les hommes. Et elles pensent qu'elles doivent être plus patientes avec les hommes, puisque parfois il faut du temps aux collaborateurs qui sont parfois surpris d'avoir affaire à une dirigeante. En conclusion, je vais vous lire une citation qui nous semble pertinente. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Voilà. Ok. Vous êtes d'accord, Madame Morin est d'accord. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci pour ce petit travail. Alors, j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres peut-être de réagir à travers le travail de présentation très factuel que nous a proposé Christophe Alcoz, et puis peut-être aussi à travers, c'est intéressant, hein, le regard, qui est aussi le regard d'une génération, je trouve ça tout à fait intéressant, vos réactions. Alors je vous ai demandé une réaction de la place qui est la vôtre. Je commence par Marie. Alors Marie, en 2 mots, peut-être ce qui serait intéressant, si vous en êtes d'accord, c'est que vous nous parliez un petit peu de votre activité, d'abord en 2 mots, et puis de ce que vous avez rencontré. Il me semble qu'on retrouve plein de choses dans ce que vous avez vécu. Oui, on retrouve beaucoup de choses. Alors, je suis encore étudiante à l'IE de Lyon, donc au Master en Management et Communication. Et en parallèle de mes études, j'ai décidé de me lancer dans le grand bain et de créer mon entreprise. Je l'ai fait avec une associée qui est une femme aussi, mais qui a quasiment jour pour jour 30 ans de plus que moi. Donc on est une équipe ovni dans l'entrepreneuriat intergénérationnel et c'est très intéressant. Et on a créé ensemble une méthode d'orientation scolaire et aussi professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au profil des jeunes avant de s'intéresser à leur niveau scolaire ou aux stéréotypes et aux préjugés justement, pour pouvoir les orienter de la meilleure manière possible. Et puis, pour aider le plus de monde possible, on a essayé de se développer à travers une double détente, c'est-à-dire que nous aidons des jeunes à trouver leur voie, mais nous développons aussi un réseau d'indépendants, de conseillers d'orientation formés à notre méthode, qui sont en auto-entrepreneur ou en profession libérale et qui souhaitent exercer cette activité-là. Alors l'entreprise a 1 an, me disiez-vous à peu près. Oui, juste pas encore. 1er bientôt, avril, ça va se fêter, oui. ça, c'est la première année qui sera très essentielle. Un petit peu le parcours du combattant quand même au départ. Hein. Vraiment. Dans notre aventure d'entrepreneuriat, on a décidé de se rendre au Salon de l'entrepreneur de Lyon pour rencontrer des prestataires. Voilà, on avait envie de connaître plus de monde dans ce secteur. Et là, on a été confrontés aux stéréotypes, c'est-à-dire qu'on se demandait pourquoi on était là. On a eu besoin de se justifier pourquoi on avait envie de créer une entreprise. On nous a demandé beaucoup de choses sur nos business plans, sur des études de marché. Est-ce que notre idée était viable ? Voilà, on a vraiment ressenti le fait qu'on a dû se justifier encore plus que les autres. Hein, on entendait faire encore plus vos preuves que les autres. Moi, on m'a pris pour la fille de mon associé. Justement, je rebondis sur le fait que cette femme pensait, les gens pensaient qu'elle était la femme de son associé, mais non. Voilà, moi j'ai eu ça. C'était vous l'associé. Voilà, j'étais l'associé, mais j'étais la fille. Et de par mon âge, on ne me regardait pas. C'est-à-dire que quand je posais une question, on regardait tout de suite mon associé qui était plus âgé. On me retirait
inconsciemment, je pense, mais c'est notre culture qui veut ça, de la discussion. Et c'est très gênant. Donc il faut faire des efforts pour s'imposer. Et donc c'est pas évident. Ça, vous me disiez quand on a échangé, je suis jeune, je suis étudiante, et je suis fille en plus. Voilà, c'est difficile. Ok. Bon, on y reviendra peut-être pour voir effectivement les solutions sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Pierre-Yves Ginet, vous êtes rédacteur en chef, entre autres, de la revue Femmes d'ici et d'ailleurs. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un regard très très large, puisque vous vous intéressez à des femmes d'ailleurs qui sont très très loin. Une réaction, d'une part, à l'aspect très factuel des propos de Christophe Falcoz, et puis peut-être au verbatim. Est-ce que vous voyez ça? Et est-ce que, en même temps, géographiquement, on n'est pas forcément dans les mêmes perspectives? Écoutez, non, le portrait dressé, la situation statistique sur l'inégalité professionnelle et l'absence de mixité, en l'occurrence, est flagrante. Son immobilisme aussi, depuis les années 1980, M. Falcoz l'a très très bien dit. Après, oui, le mot stéréotype a été lâché tout de suite. Je pense que c'est un peu la clé. Et nous, on essaye d'agir, nous, avec notre association, contre ça, en donnant justement de la visibilité. Quel est le meilleur moyen pour lutter contre les stéréotypes? Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de baguette magique. C'est un processus long. Et le meilleur moyen, à ma connaissance, qu'on ait inventé jusqu'à maintenant, c'est le modèle, avoir des modèles. Moi, en tant qu'homme, des modèles masculins agissants, j'en ai partout autour du ventre depuis que je suis né. J'ai eu Petit Ours Brun. Après, je suis allé à l'école. 97% de l'iconographie dans les livres d'histoire sont des hommes. Combien de philosophes femmes étudiés dans nos manuels, dans le programme officiel 1, Hannah Arendt, etc., etc. Dans les livres de maths, puisqu'on parle des professions scientifiques ou autres, je crois qu'on est à plus de 80%. Des photos de gars uniquement, quoi. Voilà. Et puis, l'information prend parfaitement le relais là-dessus. Et c'est notre domaine d'action. Si on regarde l'info qui nous est donnée, dans 80% des cas, le sujet de l'information est un homme. Et les 20% restants, si on regarde de plus près, la photo est encore moins chouette que ça. En gros, vous pouvez le couper en 3. Un tiers, les femmes sont représentées dans des rôles dits féminins. On retombe dans renforce le stéréotype, la mère, l'épouse, la fashionista, alors quelques métiers féminins, la sage-femme, etc. La femme victime, un autre tiers. Et on est à moins de 10% de l'info qui nous est montrée sur des femmes agissantes. Et ce dernier tiers est trusté par une catégorie de population qui heureusement existe, les femmes politiques. Donc si on parle des femmes dans le monde professionnel, on va être à quoi? 2, 3, 4% de l'info qui nous est donnée. Pas facile pour s'identifier. Pas facile pour s'identifier quand on est une femme, mais quand on est un homme, pas facile pour se déconstruire quelque chose et reconstruire quelque chose aussi. Donc l'info prend le relais de Petit Ours Brun, des manuels scolaires, et on tourne en rond comme ça, et ça devient difficile d'en sortir culturellement, comme vous l'avez très très bien dit. Est-ce que pour le coup, à travers votre expérience, j'ai vu dans les revues que vous publiez, vous observez des expériences qui se passent chez nous en Europe, mais vous les observez sur d'autres continents. Est-ce qu'on a, vous savez, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a quelques invariants? C'est-à-dire que finalement, au-delà des schémas culturels, on pourrait se dire en Europe, on en parlera tout à l'heure, en France en particulier, on a peut-être pas mal progressé quand même, mais est-ce qu'à travers votre expertise, vous vous dites qu'il y a quand même 2 ou 3 trucs qui ont la vie dure? J'aimerais bien qu'il y en ait que 2 ou 3. D'accord. Bon, franchement, je voulais être modeste. Non, oui, je pense que si on regarde, puisque c'est le thème de ce soir, l'influence des discours en ce qui concerne la presse, on est dans un immobilisme qui est proche de celui de la mixité, c'est-à-dire que il y a tout un tas d'études qui sont faites globalement par l'Office mondial des médias, l'Observatoire mondial des médias, et en fait les chiffres que je vous ai donnés varient vraiment à la marge, c'est-à-dire aussi peu que l'inégalité professionnelle, l'inégalité salariale, aussi peu que la mixité. C'est quelque chose qui est très très lent. Et je crois que c'est un processus qui est très lent. Maintenant, je veux pas être négatif parce que je pense franchement, moi je vous rejoins vraiment, je pense qu'on est dans une dynamique aujourd'hui. La preuve, on est là ce soir pour en parler. Je ne suis pas sûr qu'il y a 15 ans, on aurait eu cette conférence ici ce soir. On est dans une dynamique et je vous rejoins tout à fait. Les effets, on va les sentir. On va ramer encore 10-15 ans, il ne faut pas lâcher. Voilà. Et petit à petit, ça va avancer. C'est ça le message. Je crois qu'on lâche rien. Non seulement on lâche rien, mais il faut accélérer, il faut en faire encore plus, il faut comprendre encore plus les enjeux de tout ça. Et je crois que si le débat de ce soir, c'est sur la mixité professionnelle, il y a une donnée qui est très claire en termes économiques. Plus les entreprises sont mixtes, plus elles sont performantes. Notre pays perd à peu près 0,5% de croissance chaque année du fait de l'inégalité professionnelle.
Donc il y a des enjeux pécuniaires en face de ça. Moi, dans mon fauteuil, dans mon salon, j'ai intérêt à ce qu'il y ait plus d'égalité professionnelle en France, parce que c'est moins d'impôts pour moi, c'est dit un peu trivialement, mais et pour les entreprises, c'est plus de performance, etc. Donc on a toutes et tous intérêt à cette égalité et à cette mixité. Alors on y reviendra effectivement les éléments de solution. Madame Morin, vous êtes donc à la direction des ressources humaines du groupe GDF Suez, mais j'ai plus envie d'entendre la personne sur ce que vous avez entendu en termes de chiffres et en termes de commentaires qui viennent d'être faits. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors moi j'ai envie de dire beaucoup de choses et de réagir à beaucoup de choses. Alors je vais essayer de... Alors d'abord performance, je suis d'accord parce que c'est un mot qu'on n'avait pas encore entendu, mais pour moi effectivement égalité, mixité, ça rime avec performance aussi. Alors après je voudrais réagir sur la dernière citation, l'incompétence. Oui, on dit souvent qu'une femme est incompétente, on dit rarement qu'un homme est incompétent. Donc ça, je pense que c'est une réalité et que le jour où on dira que des hommes sont incompétents... C'est une réalité, c'est ce qu'on dit. Mais ouais, le jour où on dira que des hommes sont incompétents... on aura progressé. Énormément. Oui. Ça, je pense que c'est pas pour demain. Après, d'une façon plus générale, alors oui, c'est vrai, il y a des stéréotypes, c'est un fait. Hein. Et je pense qu'il y en aura encore un moment. Mais en revanche, je ne partage pas tout à fait. C'est vrai que les chiffres progressent peut-être pas énormément. Mais pour moi, il n'y a quand même pas eu un tel immobilisme que ça. Parce que je pense que depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans, on voit quand même autour de nous la place de la femme évoluer. Alors certes, elle est toujours la femme, la mère, avant d'être dans le monde professionnel ou dans le monde politique ou tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'on est quand même dans un contexte où les mentalités évoluent, où les générations font que la vision que l'on a de la femme n'est plus tout à fait la même. Ça ne veut pas dire que la femme ne rencontre pas maintes difficultés pour évoluer. Mais ces difficultés, il faut qu'elle les surmonte, pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle a des compétences, parce qu'elle se positionne en fonction réellement de ce qu'elle est. Et en fait, pour moi, il y a un mot majeur qui est le mot « oser ». Et je pense que les femmes n'osent pas assez. Et les femmes doivent s'imposer. D'accord, c'est un combat qu'elles doivent elles-mêmes mener, mais pas seules. Pas seule, bien entendu. Mais pour moi, ça doit d'abord partir des femmes. On ne peut pas uniquement se dire le monde va bouger autour de nous et puis on aura une place automatiquement dedans. La femme, elle doit aussi faire sa part, jouer sa part dans le jeu. Et c'est comme ça qu'elle sera reconnue. Non pas uniquement comme une femme, mais reconnue parce qu'elle a des compétences, quel que soit le niveau. Et c'est vrai, en revanche, qu'au niveau de l'éducation nationale, là-dessus, il y a des progrès à faire. On l'évoquait à travers la littérature, enfin à travers les supports effectivement pédagogiques. Et puis dans les formations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même pas mal d'efforts à faire dans les entreprises, madame? Alors je peux le dire d'autant plus facilement que vous êtes peut-être en dehors de ce modèle-là, mais est-ce que finalement encore les entreprises ne sont pas dans un modèle un petit peu archaïque, très structuré hiérarchiquement, où les rôles sont très prédéterminés? Alors peut-être que dans certains grands groupes, finalement, ils ont compris l'intérêt que ça pouvait présenter, mais je pense très très souvent aux PME, PMI. Je rappelle 70% quand même de l'activité dans un pays. Est-ce que là, il n'y a pas quand même à booster les choses? Si, bien sûr, vous avez raison. Non, mais je pense que dans les grands groupes, la question ne se pose plus. Les grands groupes, ils ont tous compris depuis longtemps qu'effectivement, l'égalité homme-femme, ça devait être une réalité, que la mixité, c'était un plus, que c'était un facteur de performance, etc. Maintenant, effectivement, les grands groupes du CAC 40, c'est pas eux qui font ni la France ni l'économie mondiale, et il y a beaucoup de PME. C'est d'ailleurs une raison aussi pour laquelle un des rôles sociaux, je trouve, des grands groupes, c'est d'accompagner les PME, les PMI, les TPE, pour les aider à développer en leur sein de l'égalité et de la mixité. D'ailleurs, il y a 2 ans, Najat Vallaud-Belkacem avait proposé à un certain nombre de groupes du CAC 40 de signer une convention pour justement accompagner les PME et mettre à disposition des PME des outils, des ressources pour favoriser la mixité. On l'a fait. Maintenant, la difficulté que nous rencontrons et que je rencontre
C'est que les PME, aujourd'hui, dans le contexte économique qu'on traverse, leur priorité, il faut être clair, c'est pas l'égalité et la mixité. C'est d'abord avoir du business. Et donc, si elles ont des contrats, des marchés à honorer, etc., elles sont prêtes à s'occuper de ces sujets. Sinon... D'accord. Pour vous, c'est d'abord l'environnement économique, la pression économique qui va primer. Mais vous avez raison, parce que l'enjeu, il est réellement là. Donc, effectivement, nous, on accompagne un certain nombre de PME, pas assez. J'aimerais qu'on en accompagne beaucoup plus. Parce que nous, effectivement, on a les moyens de leur mettre à disposition les ressources qu'elles n'ont pas. Et de leur mettre à disposition des jeunes femmes que nous avons formées. Donc on peut les former nous-mêmes et de façon à leur offrir une ressource qui sera déjà une ressource opérationnelle pour eux. Ok, on est déjà dans une logique de solution. Ce que je vous propose peut-être, c'est si vous avez envie maintenant de prendre la parole, si vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit, on se présente simplement pour dire de quelle place on parle. Et puis merci de faire des interventions courtes parce qu'on a envie qu'il y ait plein de gens qui s'expriment. Merci, chère madame. Oui, si je vous demande merci de de vous me lever, madame, donner la parole. Pour moi, déjà, regardez les affiches que vous avez derrière vous. Combien de femmes y a-t-il? GDF, Suez, être utile aux hommes. Seulement. Pas les femmes. Attendez, madame, laissez terminer. Dessous, une éolienne, et qui on voit, du moins depuis ma place, il y a peut-être une femme cachée, mais je ne vois qu'un homme. Voilà, c'est tout. Okay. Je crois que le message, il est parfait. Merci, madame, pour cette pierre dans notre jardin. Voilà. Vous allez réagir, bien évidemment. Merci, madame. Alors, oui, on lui donne un droit de réponse. Enfin, pour ma part, je peux dire que j'ai fait ma carrière. Et quand monsieur dit qu'on a beaucoup avancé, non. Monsieur, il y a 40 ans, j'étais à votre place pour défendre l'égalité et la mixité des femmes. Mais vous y êtes toujours, j'espère, madame. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Et je n'y manquerai pas jusqu'à la fin de mes jours. Mais merci pour votre témoignage. Allez, un petit droit de réponse, peut-être, Muriel. Et puis, il y a une autre dame qui voulait intervenir. Alors, moi, je voudrais juste répondre sur être utile aux hommes, parce que, en fait, vous n'auriez pas réagi, je vous l'aurais dit tout à l'heure, puisque je vais me réexprimer. Oui, tout à fait. On a une baseline dans le groupe qui est normalement en anglais. Ça va, baseline, ça parle à tout le monde? On a une signature sous Merci, GDF Suez. Dans un cas, il faut faire français-anglais, dans l'autre anglais-français. Bon. Donc, on a une signature sous GDF Suez qui est « By people, for people ». Et dans ce cas-là, il n'y a pas de... Ce n'est pas sexué. D'accord, donc c'est la traduction, en fait. Et en fait, c'est une traduction qui vaut ce qu'elle vaut et qui est mauvaise, je suis d'accord. Ok, merci. Madame, merci de vous présenter. On vous passe un micro. Si je vous demande, madame, de vous lever, c'est plus facile en termes de communication, hein, c'est tout. Hein. Je ne suis pas très grande, ce sera mieux. C'est pas du tout ce que je voulais dire, en plus. Bonjour, je suis en fait à l'usine de Renault Trucks de Vénissieux. Vous vous appelez, madame? Anne Trampolieri. Je suis en Merci. charge de la qualité produit à l'usine moteur. Et comme vous vous en doutez probablement, je travaille avec énormément d'hommes. Et je suis très surprise par la remarque de « ça s'améliore dans les grands groupes », dans lequel je ne suis absolument pas d'accord. Ça fait pratiquement 18 ans que je travaille dans l'industrie automobile et je ne vois pas changer les choses, notamment au niveau du management. Alors, qu'est-ce qui coince, madame? Où est-ce que ce satané verrou qu'on n'arrive pas à Les stéréotypes. On ne pose pas la question aux hommes pendant un entretien de savoir s'ils ont des enfants. Première question. On considère qu'une femme, techniquement, ne pourra pas assumer le stress. Faux. Volvo s'intéresse aujourd'hui, alors je parle de Volvo parce que c'est les groupes Renault Trucks, à la diversité depuis 2 ans. On dit qu'il y a une loi sur l'égalité des salaires hommes-femmes. Faux. J'ai eu droit à la part, dans ma carrière aujourd'hui, des commentaires sexistes de tout niveau, aussi bien des ingénieurs de mon âge que des personnes plus âgées dans l'entreprise. La manucure que j'ai aux mains ne plie absolument pas. J'ai la chance d'être à l'usine. On va me dire c'est encore plus masculin. Eh bien non. L'intégration est bien meilleure dans des mondes, je dirais, ouvriers, où la diversité, où les échanges culturels sont tellement divers que ça se passe tout seul. Et que le monde au-dessus est très stéréotypé. Et l'avancement des femmes dans le management est aujourd'hui très, très difficile. Et moi, je ne parle pas de plafond de verre, je parle de plafond de béton, parce qu'on ne voit rien au-dessus. Ok, merci Christophe. Commentaire par rapport à ça, puisque vous êtes consultant et vous recevez effectivement
C'est vrai, enfin, vous retrouvez encore un peu la posture chercheur. Bien évidemment, la question du plafond de verre est bien réelle. Alors pour reprendre exactement sur vos propos, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que donc les femmes sont aujourd'hui de plus en plus diplômées, hein, elles réussissent mieux scolairement que les garçons, et depuis maintenant plus de 10 ans. Donc on devrait voir arriver massivement des femmes dans le statut de cadre, ce qui est en train de se produire, sauf qu'il faut regarder à l'intérieur de ce vaste statut de cadre. Et effectivement, alors deux choses très simples, les femmes sont beaucoup plus souvent experts que managers, et lorsqu'elles deviennent managers, de plus petites équipes et plus tard. Donc, de toute façon, comme il y a une prime au management dans la carrière qui est encore très forte, en particulier dans les grands groupes, eh bien, c'est une des raisons qui fait qu'il y a un plafond de verre et des écarts de salaire, puisqu'en fait, c'est la fonction managériale qui est de loin la mieux rémunérée. Donc, il est clair que les femmes sont cantonnées à des rôles d'expertise, et du coup, on parle aussi de parois de verre, puisque les femmes sont cantonnées dans ces fonctions d'expertise ou dans certaines fonctions et ont une mobilité horizontale qui est très nécessaire pour fabriquer des managers de haut niveau, qui est profondément bloquée. Donc elles sont à la fois coincées comme ça et à un moment elles touchent le plafond de verre. Donc ça on le sait, on le voit dans les statistiques et donc il y a un gros travail, mais il y a des entreprises privées qui le font. Alors j'entends qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres et il y a un gros travail à faire par le mentoring, les réseaux de femmes, on en reparlera après, un certain nombre d'outils qui vont aider à, mais c'est pas toujours facile, à décloisonner tout ça. J'ai vu le pire comme le meilleur dans ce domaine. Merci madame, et puis j'ai une autre intervention là. Merci de vous présenter madame. Oui, bonsoir, je suis Catherine Jourdlin, je suis aujourd'hui depuis quelques mois gérante d'une société coopérative d'intérêt collectif. J'ai été élue par mes collègues qui sont assez bien répartis hommes-femmes. Je crois qu'on pourrait donner la parole à toutes et à tous, parce que les hommes aussi ont des sœurs, des mères, des filles, des épouses, des copines, etc. Et que je pense que chacun d'entre nous a des témoignages absolument terribles et permanents. Alors, on parle aujourd'hui du cadre professionnel. Je crois que dans le cadre de la rue, des transports en commun, de la vie privée, on pourrait en rajouter des kyrielles. Moi, je vous donne juste un exemple. J'ai intégré l'entreprise dans laquelle je suis il y a 15 ans sur un profil de poste qui était indéterminé. Il y avait un profil de DAF à prendre, directeur administratif et financier. D'ailleurs, on dit directeur, pas directrice. Et puis, ça s'est pas défini tout de suite. C'est-à-dire, j'ai signé un contrat de travail sans intitulé et profil bien défini. 6 mois plus tard, je suis devenue co-directrice du groupe. Alors, co-directrice. Et quel est le message, madame ? L'idée, c'est de vous dire que... En gros, je crois qu'on n'en a pas fini. Je veux juste vous suggérer une idée que j'ai en tête. C'est que les femmes ne sont que... on parle d'égalité et de mixité, mais les femmes ne sont qu'une des mixités de notre monde, qui est divers. Il y a d'autres mixités. Les personnes de différentes origines ethniques, les personnes de différentes pratiques sexuelles, etc. Je crois qu'on oublie souvent que les femmes sont plus de la moitié de l'humanité, ou la moitié, je ne sais pas exactement, et que ce n'est pas une diversité, une minorité de minorités, que ce n'est pas ça dont il s'agit, que tous les hommes et toutes les femmes de la planète ont des mères, des sœurs, des femmes, des filles, etc. Je crois que ce que nous avons à combattre, ce sont des représentations qui sont ancrées depuis la nuit des temps, qui sont en fait, à mon sens, mais parce que je l'ai expérimenté et je le ressens dans mes tripes, plutôt un rapport de propriété aux femmes et au ventre des femmes. C'est un rapport de patrimoine, de je veux récolter le fruit de ce que je sème et ça m'appartient. Et que depuis la nuit des temps, nous ne sommes que le creuset dépositaire en fait, d'un patrimoine que une majorité d'hommes dominants veulent préserver et conserver. Et je crois qu'on est effectivement face à ce monde et ces représentations excessivement conservatrices qui font que même le simple fait qu'une femme puisse dire non à son mari, je ne veux pas coucher avec toi, nous avons attendu 1981 pour que les femmes puissent porter plainte contre leur mari. Je crois qu'effectivement, ça prendra encore des centaines d'années. Là, je n'ose pas vous dire de synthétiser parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je fais de la discrimination. Merci, merci mademoiselle, et puis il y a madame. Bonjour, vous disiez tout à l'heure que les grands groupes
Pardon. Vous disiez tout à l'heure que les grands groupes acceptaient les critères de mixité. Est-ce qu'il y a toujours un écart entre la présence des femmes et des hommes lors des conseils d'administration ? C'est intéressant sur la dimension du pouvoir. Parce que dans l'étude de 2013 de Najat Vallaud-Belkacem, elle disait qu'il y avait toujours un grand écart entre la présence des hommes et des femmes lors des conseils d'administration. Madame Morin, si vous voulez bien, puis on vous donne la parole après, madame. Effectivement, ça faisait partie d'ailleurs des objectifs de Najat Vallaud-Belkacem, mais il y a une loi maintenant qui oblige d'ailleurs à ce qu'il y ait 35%, 40 même. Oui, mais ça a été parce que le pourcentage a progressé, puisque à l'origine. Ok, on est à 40%. Voilà, c'est ça. Bon. Okay. Donc là, on est à 40%. Enfin, on a un objectif à 40%. Alors, moi, je ne vais pas vous répondre de façon générale, parce que je pense qu'il y a des groupes qui sont là aussi en ligne, et puis d'autres qui ne le sont pas. En ce qui concerne GDF Suez, premièrement, on est en ligne, et deuxièmement, avec les modifications de gouvernance du groupe qui sont en cours, puisque nous allons avoir la première femme présidente d'un groupe du CAC 40. Puisque nous avons une directrice financière du groupe qui est une femme, une directrice des communications qui est une femme, etc. Et nous allons avoir un conseil d'administration qui risque d'être à une personne près. Non, pas à parité. Il y aura plus de femmes que d'hommes au conseil d'administration. D'accord. Je trouve intéressant, alors je pense que vous en pensez, Pierre-Yves Ginet, mais à travers ce que dit madame et à travers la question qui est posée, est-ce que la loi peut tout régler ? Parce que finalement, on sait que depuis un certain nombre d'années, des textes ont été produits qui visent à la parité, etc. etc. Est-ce que finalement la loi suffit ? Parce que j'avais vu dans un des commentaires de l'enquête qui avait été faite, sondage qui avait été fait par les jeunes étudiants, une de leurs premières préconisations, c'était de dire il faut des lois. Est-ce que ça suffit ? Pierre-Yves, et puis je vous donne la parole. Mais je vous en prie, Pierre-Yves, je vous donne la parole. Et je la redonne à madame après, si vous permettez. Merci. Non, je ne crois pas que les lois amèneront. Moi, je repense au propos de madame au fond. Oui, je crois que vraiment, de toute façon, il faut, si on n'a pas une approche qui est globale, transversale, au niveau de toute la société, on ne peut pas traiter les sujets les uns à côté des autres de façon séparée. Et c'est l'éducation, c'est les mentalités, c'est la rue, enfin c'est tout le sexisme et tous les stéréotypes voilà, qu'il faut attaquer dans tous les domaines et de concert. Je pense que par rapport à il y a quelques années, si je pense à l'exemple de l'entreprise, alors c'est toujours facile d'en parler avec GDF Suez, parce que, mais voilà, votre entreprise agit là-dessus, votre entreprise travaille, investit par exemple sur la place des femmes dans le sport, travaille avec les associations, et notamment certaines associations féministes. Voilà, donc on commence à avoir un maillage qui n'existait pas il y a quelques années, avec l'éducation nationale également, et tout ça se met en place. C'est pas optimum, c'est pas encore en place, mais encore une fois, je crois à cette dynamique. Et on verra les fruits, je crois, dans un moment. Je me force à être optimiste quand je vois certains chiffres qui sont sur les domaines que vous avez abordés, pêle-mêle, sont parfois alarmants, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, tout ça se met petit à petit en place. Donc je crois que ça va dans le bon sens. Mais si on n'a pas cette approche systémique, on n'y arrivera pas. Madame, vous voulez réagir ? Oui, Christophe, si vous voulez. Bon, je suis d'accord sur. Puis je vous donne la parole, madame, après. Moi, je suis d'accord évidemment sur tout ce que vient de dire mon voisin. Et j'ajouterais que pour moi, la loi, elle résout rien du tout. La loi, elle donne des impulsions. Et elle permet en fait d'enclencher une dynamique. Après, une fois que c'est enclenché, alors je sais bien que rien n'est parfait et qu'il faut encore du temps, etc. Mais une fois que c'est enclenché, pour moi, après, il faut que ce soit les acteurs qui continuent. Et c'est plus la loi. Ok. Je vous en prie, Christophe, oui, et puis je donne la parole, madame. Juste sur la loi, donc vous savez, il y a la loi Copé-Zimmermann qui est maintenant à plusieurs années et qui impose 40% des femmes au conseil d'administration, enfin de l'un des deux sexes, dit la loi, pour 2017, moyennant une sanction sur les décisions prises dans ce conseil d'administration. Alors malheureusement, on sait qu'en France, le pouvoir est dans les comités exécutifs. Et par définition, par notre droit pénal, on ne pourra jamais imposer un quota dans les comités exécutifs. Donc le conseil d'administration tel qu'il est fait en France dans la plupart des entreprises n'est pas quand même le lieu d'exercice du pouvoir le plus essentiel. Et Najat Vallaud-Belkacem a rajouté effectivement une loi qu'on ignore un peu et qui est à mon avis beaucoup plus impressionnante. C'est la même logique de quota mais sur à peu près 4 à 5 000 postes les plus élevés dans les 3 fonctions publiques. Et là, par définition, il n'y a pas de conseil d'administration, on vise les postes exécutifs. Et on sait, il y a déjà par exemple des villes qui signent des chèques, puisque là on sera en 2017 à 90 000 € par femme manquante.
Alors, je pense qu'effectivement, ces lois, elles impulsent, et puis les Français adorent avancer avec la contrainte, sauf qu'il faut quand même faire attention à un certain nombre de risques. Il y a des femmes et c'est un très vieux débat qu'on connaît très bien aux États-Unis, il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être des femmes quotas, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a un vrai risque, et moi je le sens dans les grandes entreprises, où certains DRH viennent en me disant on a épuisé les solutions en matière d'égalité femmes-hommes, on commence à avoir des crispations masculines, et on commence, avec ces quotas, à susciter une certaine guerre des sexes. Et ça, je pense qu'il faut absolument l'éviter. Le but, c'est quand même le vivre ensemble. Ok. Intervention de madame, et puis je vous propose qu'on avance sur la deuxième partie et on reprendra une série d'interventions. Madame ? Oui, Claire Morando, je suis consultante sur les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors comme le sujet a tourné, je reviens un peu en arrière, je suis désolée. Donc GDF Suez, ça m'avait pas échappé non plus que c'était utile aux hommes. Votre explication, comme c'est la semaine de la francophonie, l'explication m'a pas tout à fait convaincue, mais voilà. Alors sur la loi. Je vous en prie, madame. Sur le rapport de situation, sur la loi, il y a quand même l'obligation pour les entreprises de faire un rapport de situation comparé. Là encore, il y a deux façons d'accompagner les entreprises. Soit on oblige les entreprises à remplir des tableaux de chiffres et à faire un plan d'action, et puis elles sont en conformité avec la loi. Il y a une autre manière de faire aussi, c'est de donner du sens à la chose. Et ça, les entreprises peuvent l'entendre. Donc comment est-ce qu'on donne du sens et comment on accompagne pour que les choses aient du sens dans l'entreprise. Donc un accompagnement de consultants, c'est aussi l'accompagnement au sens. C'est pas seulement l'accompagnement pour être en conformité avec la loi. Et ça donne des résultats. La chose que je voulais dire aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, dans certains métiers très stéréotypés, ce n'est pas là où c'est le plus difficile. Parce que quand vous arrivez, les entreprises vous racontent que c'est difficile, que c'est pas possible, et elles vous disent pourquoi, et ces raisons, c'est très facile de discuter avec eux et d'avancer avec eux. Là où c'est vraiment difficile, c'est les entreprises qui pensent qu'elles sont égalitaires, parce qu'il y a une espèce d'illusion de l'égalité qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'avancer avec elles. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, peut-être pour mettre un peu les pieds dans le plat et créer du débat, sur le fait que les femmes devraient oser. Moi, je suis assez critique par cette idée-là, parce que ça déplace le problème d'une question qui est structurelle, politique et économique à une question individuelle qui reviendrait aux femmes à oser comme si, quelque part, ça se méritait. Et donc, moi, ça me dérange un petit peu quand même. Ok, on va garder l'argument, Muriel, et je vous promets que vous y répondrez tout à l'heure. On y répondra collectivement. Merci, madame. On prend, madame, levez la main, votre intervention. Je vous propose qu'on s'oriente solution dans cette deuxième partie et on reprend le débat. Merci, chère madame. Bonjour, donc moi je suis Isabelle Antique, je travaille au sein d'une entreprise où il y a 80% de femmes dans cette entreprise. Et cette entreprise approchez un peu le micro, madame. Merci. Pratique l'égalité, mixité, soi-disant professionnelle. Dans le conseil d'administration, il n'y a aucune femme. Au poste de direction, il y a très peu de femmes. Au système informatique, il y en a 3 sur moult services. Et c'est très difficile pour la place des femmes je parle de femmes, mais également de jeunes, quels que soient les sexes, quelles que soient les origines, de s'imposer à un pouvoir qui est ancré, puisque ça remonte des temps. Et justement, quand on parle de supposition de pouvoir, c'est très difficile de vouloir l'accorder aux autres, que ce soit sur ses compétences ou sur ne serait-ce que ce qu'elles peuvent apporter dans ce cadre-là. Je fais partie de l'égalité professionnelle homme-femme et j'étudie justement des bilans pour être en conformité, soi-disant, avec des textes de loi. Et dans la réalité des faits, rien n'est fait. On n'avance pas et on a l'impression qu'on recule. À l'heure d'aujourd'hui, on est en 2015 et moi je vois les nouveaux arrivants qui reculent en arrière, toujours obligés de se prouver quoi que ce soit pour atteindre un pseudo-pouvoir. Ok, merci madame pour votre témoignage. Je pense que ça pose la question aussi du modèle organisationnel des entreprises, qui n'est peut-être pas aussi favorisant de ce point de vue-là. Je vous propose qu'on réintègre cette dimension-là.
On avance, deuxième volet, peut-être ce que j'ai appelé maintenant. Essayons d'aller vers des solutions. Quelques-unes ont été esquissées sur l'accompagnement. Madame, vous dites, ça rejoint ce que dit Pierre-Yves sur la logique de processus, etc. Ce que vous évoquez, Madame. Mais on va commencer par vous, Muriel, peut-être en regardant, là, de manière un petit peu factuelle. On dit que vous êtes une entreprise extraordinaire. Vous avez quelques minutes, si j'ose dire, pour nous le démontrer. Non, vous allez nous proposer quelques éléments importants qui sont en même temps des leviers. C'est ça qui est intéressant pour agir et pour aller plus loin. Bon, merci. Alors, l'exercice va être difficile. Alors, je tiens à dire que, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, mais je pense effectivement que GDF Suez fait peut-être alors partie des entreprises un peu en avance. Tout ça traduit une volonté, finalement, c'est ça que c'est important. De sujet. Et justement, en avance, pourquoi ? Parce que tout ça ne date pas d'hier non plus. Et toutes les démarches qu'on a engagées dans ces domaines, en fait, on a lancé notre premier observatoire de la mixité en interne en 2003. Autrement dit, ça ne date pas d'hier. Donc je pense aussi que c'est ce qui explique, alors on peut toujours critiquer beaucoup de choses, mais je pense aussi que c'est ce qui explique que nous soyons aussi avancés aujourd'hui, et peut-être plus que certains autres acteurs dans ces domaines. Vous voulez dire, pardon, madame, qu'il y a eu le temps de la maturation, c'est ça ? D'accord. Okay, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est parfait partout. Bon, alors GDF Suez, c'est donc un groupe énergétique. C'est un groupe qui emploie 150 000 personnes. Sur ces 150 000, il y en a la moitié en France. Et on recrute tous les ans 15 000 personnes, dont 9 000 en France. Principalement d'ailleurs sur des métiers techniques. J'encourage toutes les jeunes filles à être candidates chez GDF Suez. Et nous regarderons leur CV avec grande attention. Alors, on est un groupe engagé, on a une vraie tradition, une vraie empreinte sociale, on fait beaucoup d'actions en matière de solidarité, d'insertion, d'innovation sociale et de diversité. Donc, dans le cadre de la diversité, puisque nous avons d'ailleurs un label diversité, on a été labellisé pour l'ensemble du groupe l'année dernière, donc sur les 20 critères. Et donc dans le cadre de la diversité, l'égalité homme-femme fait partie pour moi des sujets qui sont dedans, et au sein de l'égalité, la mixité. Donc nous avons engagé beaucoup d'actions pour essayer de déconstruire les stéréotypes qui peuvent exister en matière d'égalité professionnelle. Alors, la fonction RH, elle joue bien sûr un rôle important, mais pas seule. Pour essayer de faire ensemble que nous puissions avancer sur ces sujets, nous avions, donc il y a maintenant 3 ans, signé un accord européen sur l'égalité homme-femme. Donc, M. Falcoz avait eu l'occasion d'intervenir à cette occasion. Et donc, accord européen. Pourquoi européen ? Parce que pour nous, c'est un sujet qui ne s'applique pas qu'à la France, et donc qui doit sortir des frontières. Quand on est un groupe international, il n'y a pas de raison qu'on applique des politiques sur un bout et pas ailleurs. Premier point. Deuxième point, accord, parce que ça veut dire que ça associe obligatoirement la filière RH, la filière managériale et les partenaires sociaux. Et qu'en mixant les acteurs, ça permet d'avancer plus vite, plus loin, parce que chacun doit essayer, mais un peu l'aiguillon aux autres. Et dans le cadre de cet accord, il était demandé que toutes les entreprises du groupe réalisent des plans d'action concrets pour décliner. Autrement dit, on ne leur a pas dit à tous, vous devez faire comme ci ou comme ça, mais on leur a dit, trouvez chacun, dans votre contexte, dans votre métier, dans votre géographie, dans votre ancrage local, ce qui doit être fait pour favoriser la mixité qui est vraiment une source de richesse pour l'entreprise. Donc beaucoup d'initiatives concrètes ont été mises sur la table, je vais en citer quelques-unes. Et c'est à cette occasion-là aussi que nous avons fixé 4 objectifs chiffrés pour le groupe. Et à ma connaissance, on est le seul groupe à avoir 4 objectifs en la matière de mixité. Premièrement, un cadre dirigeant recruté sur 3 doit être une femme.
Deuxièmement, dans les hauts potentiels, il doit y avoir 35% de femmes. Troisièmement, dans les cadres, il doit y avoir 25% de femmes. Quatrième objectif, sur l'ensemble de la population du groupe, il doit y avoir 30% de femmes. Pourquoi ces objectifs à tous les niveaux? Parce que là aussi, c'est bien une pyramide. On arrive au conseil d'administration, mais avant, alors vous parliez des comités exécutifs. Ben c'est vrai qu'en jouant sur toutes les strates, ça permet de féminiser à tous les niveaux. Alors, je ne dis pas que tous ces objectifs, ils sont simples à atteindre, mais là aussi, ce sont des objectifs, pas des quotas. Et donc, l'idée, c'est bien d'être sur un trend. À la fin de l'année 2015, nous aurons, je l'espère, parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, nous aurons atteint 3 objectifs sur 4. Le 4e, il ne sera pas atteint. Pourquoi? Parce qu'on part de situations très différentes, de métiers différents, de métiers d'ailleurs qui sont catalogués comme des métiers masculins, des métiers de l'énergie, et donc qui n'attirent pas forcément les jeunes filles. Et donc oui, le 4e, il ne sera pas parfaitement atteint. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est si c'est le cas, eh bien, on repoussera l'échéance tout simplement, pour que ce soit atteint, si ce n'est pas en 2015, en 2016. Mais que la dynamique continue. Et pour moi, les autres, ce que j'espère, c'est que même si on les a atteints, après, ils continueront, parce qu'il faudra consolider, mais pas forcément essayer à chaque fois d'aller encore plus loin. Alors, en interne, qu'est-ce qu'on fait? En interne, on essaie d'accompagner les femmes dans leur réflexion sur leur parcours, et puis de façon à les aider à franchir les plafonds de verre. Alors, on a parlé tout à l'heure de rémunération. Alors, les chiffres sur les égalités de rémunération, pour moi, je ne suis pas toujours convaincue. Parce que quand on veut faire des vraies comparaisons, il faut parler de postes strictement identiques, d'âge identique, d'ancienneté identique, de compétences identiques, etc., etc. Ça fait quand même beaucoup de paramètres. Toujours est-il que, au niveau de la France, je crois qu'on dit que c'est à peu près 19%, le delta. Nous, on doit être à 12 ou 13%. Donc, je ne dis pas qu'on est strictement à égalité, mais 12 ou 13%. Mais en revanche, on a même des secteurs d'activité dans le groupe où c'est l'inverse. Puisque moi, j'ai tout un secteur dans le groupe qui comprend quand même 30 000 personnes, où les femmes sont payées 3% de plus que les hommes. Et donc, où l'égalité, l'inégalité serait inversée. Est inversée. Donc, on peut rencontrer un peu toutes les situations. Toujours est-il que, en la matière, on travaille, et que dans toutes les sociétés où il y a des inégalités, et peu importe le sens, des budgets spécifiques sont mis en œuvre pour pallier à ces inégalités, faire en sorte de les résorber. Ça, c'est un point. On a une politique de parentalité qui s'adresse, je dis bien, aux parents, donc hommes-femmes, là aussi, puisque l'idée, c'est bien de faire avancer les deux, avec des services à la personne, avec un réseau de crèches, avec des crèches qu'on peut offrir. On a une crèche d'entreprise à Paris, mais avec des réseaux de crèches et des places qu'on peut offrir à nos salariés sur le territoire français et sur le territoire belge, puisqu'on a ouvert la même chose en Belgique. L'idée est bien effectivement de faire quelque chose dans l'équilibre de vie professionnelle, privée, puisque on sait pertinemment que ça fait partie des contraintes auxquelles les femmes sont malgré tout beaucoup plus soumises que les hommes, et donc on essaie de les accompagner dans ce cadre-là. Nous avons un réseau WIN, alors un réseau de femmes, un réseau interne, qui regroupe 1700 femmes. L'idée, c'est que ces femmes puissent échanger entre elles, j'ai envie de dire se passer les bons tuyaux, pour progresser ensemble et échanger justement sans tabou, quels que soient les niveaux hiérarchiques. Ça marche bien. Aujourd'hui, la réflexion est de se dire et quid des réseaux d'hommes. Troisième point, nous avons des programmes de mentoring, de coaching. On en est à la 3e promotion, puisque ça fait 3 années de suite qu'on fait ça. Et justement pour aider à l'accompagnement
des parcours professionnels pour justement accompagner pour que les femmes puissent avoir tous les éléments à leur disposition pour franchir ces plafonds de verre. Nous faisons de la formation, du leadership au féminin. Les 2/3 des femmes du groupe sont formées, puisqu'en fait, dans le groupe, nous formons 2/3 de l'effectif du groupe chaque année, et nous faisons bien attention que 2/3 des effectifs féminins soient formés de la même façon. Donc on est vraiment en stricte égalité. Bien sûr, tout ça passe aussi par de la sensibilisation, de l'information, en interne comme en externe, parce que, ben oui, on a aussi toujours en interne des managers, je dis des managers, mais des partenaires sociaux également, qui prônent pas forcément tout à fait l'égalité, qui sont capables encore de sortir des phrases qui sont inacceptables. Donc oui, ça peut se corriger, enfin, en tous les cas on l'espère, par de la sensibilisation, de l'information. C'est vrai en externe également, on participe à énormément, non seulement de colloques, mais de forums, de salons, etc. Et pour moi, je mets ça dans la même catégorie. Tout à l'heure, je citais l'accompagnement des PME. Pour moi, ça rentre dans cette logique d'accompagnement. Autre sujet sur lequel on travaille énormément en réseau, c'est la mixité des métiers. Alors, nous avons des métiers qui sont vraiment considérés comme masculins. Et donc, il s'agit d'essayer de faire changer le regard que les jeunes filles peuvent porter sur nos métiers. Et donc, nous avons engagé de multiples actions vis-à-vis des collèges, des classes de 3e, des lycées, de l'enseignement supérieur, donc vraiment à tous les niveaux. Pour aller expliquer ce que sont nos métiers, nous avons des partenariats avec l'Éducation nationale, des programmes très beaux. J'apprends l'énergie. Anne peut en parler de façon encore plus savante que moi. Donc, vraiment un dispositif maillé pour expliquer à tous les niveaux qu'on peut exercer des très beaux métiers, et même s'ils sont spontanément dans des filières auxquelles les jeunes filles n'ont pas envie de se consacrer. Et ça fait partie des vrais sujets. Parce que même sur des écoles d'ingénieurs, quand vous regardez les promotions d'une école d'ingénieurs, il y a très peu de jeunes filles. Donc même si on était à même de toutes les recruter, et nous ne sommes pas les seuls, parce que tout le monde se bat pour les recruter, même si nous étions à même de toutes les recruter, c'est pas avec ça qu'on féminisera les effectifs d'une entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il faut commencer beaucoup plus bas, parce que le sourcing, il doit démarrer pour que là aussi, ça monte. De la même façon que nous encourageons au maximum, là aussi, l'entrepreneuriat féminin. Et moi, je suis ravie de l'expérience de l'entreprise que vous avez réalisée. Mais nous aussi, on essaie d'encourager au maximum les jeunes filles, parce qu'on pense qu'elles ont, là aussi, des compétences, un volontariat pour se lancer dans des entreprises qu'on ne soutient pas assez également. J'ajouterais d'ailleurs, et là ça montre alors peut-être un petit peu l'esprit de GDF Suez, je disais qu'on était en train de changer de gouvernance. Nous sommes dans un monde de l'énergie qui bouge beaucoup, qui a des difficultés, qui se transforme. Et il a été demandé à notre directeur général délégué, puisque nous, on n'a pas féminisé les titres, hein, qui est donc une femme, d'accélérer la transformation du groupe. Eh bien, pour trouver des idées, s'appuyer et appuyer ses propositions qu'elle doit faire la semaine prochaine, elle s'est appuyée justement sur le réseau de femmes du groupe, qu'elle a sollicité pour faire part de toutes les idées qu'elle pouvait avoir, et en se disant qu'elle aurait de la part des femmes des idées certainement plus innovantes que ce qu'elle aurait uniquement d'un réseau d'hommes. Est-ce qu'on peut dire, Madame Pardot, il faut qu'on avance un petit peu. Est-ce que finalement, vous faites feu de tout bois, j'ai l'impression. C'est-à-dire que finalement, ça rejoint un peu l'idée que vous évoquiez, c'est agir sur tout, il n'y a pas un levier particulier. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en interne, en externe, sur notre population, vis-à-vis des écoles, avec des associations,
Nous avons des partenariats multiples et variés. Vous avez cité le sport, c'est vrai aussi avec des médias. C'est vrai que nous essayons de faire avancer le sujet, mais pas seuls, parce que seuls nous ne ferons jamais rien. Mais tous ensemble avec tous les acteurs qui veulent bien travailler avec nous et avec le soutien du ministère des Droits des Femmes. Je tiens quand même à le souligner. C'est bien, merci Madame pour ce témoignage, parce qu'il est intéressant. J'aurais envie que vous réagissiez, Pierre-Yves Ginet, parce que lorsqu'on a échangé au téléphone, on a échangé deux termes que j'ai beaucoup trouvé très intéressants, vous le savez. Vous nous disiez d'abord, mais vous l'avez déjà évoqué, là on est dans la solution, ça y est, on est parti. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'on verra les fruits à 5 ans, 6 ans. Puis deuxièmement, et je retrouve ça dans ce que dit Madame Morin, vous n'avez pas d'une approche un peu systémique, c'est-à-dire de dire finalement, il ne faut pas agir d'un côté, il ne faut pas agir de l'autre séparément, il faut agir chaque fois qu'on le peut, à tout niveau. C'est bien ça, ce que j'ai bien compris? Oui, enfin, il y a un peu de l'auto-persuasion hein, quand je dis qu'on est dans la solution et qu'on avance, hein, franchement. Et ça fait partie de la solution. Parce que militant associatif et qu'on a besoin de se répéter ce genre de trucs, sinon on baisse les bras très souvent. Mais oui, je le pense, franchement, je crois, quand je regarde dans le rétroviseur les grandes entreprises, même les plus innovantes en la matière, il y a 15 ans, c'était pas du tout comme aujourd'hui. La notion de performance mixité était absente. Voilà, il y avait de la com, franchement, mais derrière, voilà, aujourd'hui, on a, je crois, ça. Après, il y a quelques entreprises qui sont locomotives. Certaines suivent. Voilà, c'est quelque chose qui a enclenché. Les fruits, est-ce que les fruits sont là aujourd'hui? Non, pas du tout. Est-ce que beaucoup d'entreprises ont compris, mais beaucoup d'acteurs et d'actrices d'ailleurs tout court, ont compris qu'il faut bosser sur toute la transversalité? Non, je ne le crois pas. Par contre, c'est quelque chose qu'on commence à voir pointer. Et il y a quelques années, c'était absent. Le nombre de portes que je me suis pris avec ce genre d'argument, vous ne pouvez pas imaginer. Mais voilà, donc j'ai quand même envie d'être positif par rapport à ça aujourd'hui. Je vous entends, il faut labourer, il faut continuer à labourer. Hein. Oui, quand je dis qu'on est dans la solution, quand je vois ce qui est mis en place dans certaines grandes entreprises, je crois que ça va dans le bon sens. Encore une fois, avec plein de petites choses. Quand je vois la loi égalité d'il y a 2 ans, là maintenant d'1 an, pardon, oui, je crois que ça va dans le bon sens. Quand je vois la multiplicité du discours de certaines associations, leur pluralité également, qui œuvrent pour l'égalité, avec un champ d'action qui est, madame, vous l'avez souligné, énorme encore, on est bien d'accord, mais je crois que ça va dans le bon sens. En ce qui concerne la presse, qui est notre domaine d'action, voilà, je parlais de portes prises dans le front. Nous, on en a eu marre d'avoir cette absence de mixité dans l'information qui est donnée, d'avoir un monde qui nous est offert par les journalistes, hommes et femmes, j'insiste, qui ne correspond pas au monde dans lequel nous vivons. Donc on a lancé ce magazine. Si je pointe plus sur le monde économique, je vais donner 2 exemples concrets, mais qui m'ont pas mal énervé ces dernières semaines. Un où je pense à... Il y a une enquête qui est sortie il y a quelques semaines sur le sexisme au travail, qui touche a priori 80% des femmes au moins un moment dans leur carrière. Dans ce mot sexisme, on va retrouver la blague salace au coin café, et puis on va trouver des choses beaucoup plus graves. Et quand le magazine Challenge parle de cette étude qui sort, on se retrouve avec un titre « 50 nuances de sexisme ordinaire ». Voilà, toujours la blague à 2 balles, là, faut se marrer. Et du coup, on peut parler de délit et de crime au milieu. Est-ce que ça veut dire que les médias ont perdu le sens de leur métier? Sur cette question-là, oui, complètement, oui. Moi, je suis hyper critique là-dessus. Donc, c'est minoré, vous voyez, il y a toujours cette notion de sexué, voire de sexuel, en l'occurrence, qui minore dans nos esprits ce truc-là. Je pense à un deuxième exemple, et là, je pense à vous, vraiment. Et encore une fois, je les pointe, mais ils ne sont pas pires, pas mieux que les autres, c'est pas ça, mais c'est nos amis d'Acteurs de l'Écho, il n'y a pas longtemps, qui font un dossier spécial femmes entrepreneurs. Waouh, génial, enfin, super. Le titre de l'article, c'est quoi? C'est des femmes en talent aiguille. Voilà quoi. Bon, alors on pourrait se dire c'est que du discours, c'est pas très grave, chouette. Sauf que si on pense, et je pense à vous en tant que femme entrepreneur, jeune entrepreneur, vous avez parlé de quelques conséquences de ça, on peut aller voir plus loin. On sait que les PME, aujourd'hui, les femmes entrepreneurs représentent
j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est autour de 15%, 13% des entrepreneurs sont des femmes. Par contre, la création d'entreprises, c'est quasiment 30% aujourd'hui par des femmes. Donc là encore, on est dans cette dynamique. Mais qu'est-ce qu'on voit à côté de ça? C'est que, alors que vos entreprises sont plutôt un poil mieux gérées que celles tenues par les hommes, on va dire que c'est ça se tient, c'est pareil, ce qui est à peu près logique. Mais par contre, que vous avez 2 à 3 fois plus de difficultés à lever des fonds. Que quand on regarde dans les portefeuilles de certains investisseurs, il y a 4 fois moins d'entreprises, pour les fonds d'investissement orientés PME, c'est 4 fois moins si on regarde les PME tenues par des femmes. Les banques, et le savent d'ailleurs, certaines banques se sont vraiment attelées à la question. Si vous allez négocier avec votre banquier pour obtenir un prêt, ça va être 2-3 fois plus difficile pour vous. Voilà, alors, donc la blague à 2 balles avec les femmes en talons aiguilles, super, quoi. Quand ça se multiplie, voilà, une des conséquences de ça, et c'est pas la presse n'est pas le seul, encore une fois, je les pointe parce que c'est notre domaine, mais c'est une des conséquences de ce truc qui devient lourd, quoi, au bout d'un moment, et on en a marre. Et à force de leur expliquer. Donc il y a eu quelques initiatives qui se sont lancées. Je trouve que sur Internet, aujourd'hui, on arrive à trouver quelques blogs et surtout quelques magazines. Je pense aux Nouvelles News, notamment, qui sont assez tournés éco. Je vous recommande, je fais de la pub. C'est une petite entreprise qui a été montée, qui à la Mediapart, un peu tous les jours, un article, etc. Puis à côté de ça, en presse écrite, je crois qu'en France, aujourd'hui, on n'est que 2 magazines qui sont généralistes, par contre. C'est Clara Magazine, qui est l'ancien, un petit peu, très militant, très engagé, et Femmes ici et ailleurs. Et quand on a dit ces 3 médias, fermer le banc aujourd'hui, c'est tout. Mais est-ce que ça veut dire que aussi le monde de la presse ou le monde des médias est perçu un peu comme un monde intouchable? Est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on va aller chercher ces gens-là? Est-ce qu'on les amène à se questionner, à réfléchir? Ou est-ce que plutôt ils vivent dans une espèce de microcosme où ils sont porteurs de l'information? On voit bien sur les questions dites de véracité de l'information, les dernières expériences qu'on a eues sont assez impressionnantes. Est-ce que ça veut dire que c'est un milieu auquel on ne pense pas, vers lequel on ne va pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est peut-être un peu compliqué de vous poser cette question-là, mais en même temps, il faut bien y aller, là. Alors, je pense que quand on est de l'autre côté de la partie, je me mets à la place d'une entrepreneur qui est toute contente parce qu'elle va avoir un article dans un journal. On ne va pas aller dire à la personne qui vous interviewe, j'insiste, homme ou femme, que la question est stupide, mal tournée, déplacée. Voilà, si j'arrive, je vais vous interviewer pour notre journal, et alors votre équilibre, temps de vie, vie privée, ça se passe comment? Vous n'allez pas m'envoyer paître, alors que vous devriez. Il y a des grandes chefs d'entreprise, alors ok, parce qu'elles ont les épaules et qu'elles ont plus, voilà. Quand on aborde ce genre de questions, l'interview s'arrête, brute, et elles s'en vont. Si on aborde ces questions-là, c'est fini. Je vous avoue que nous, dans notre magazine, on avait pensé faire la chose inverse, aller voir M. Gattaz et lui demander comment ça se passait son équilibre vie privée, vie professionnelle. Parce que finalement, la question, elle est plutôt intéressante, cet équilibre-là, et que plutôt que la mettre de côté, le problème, c'est plutôt qu'on ne la pose pas aux hommes. Voilà, c'est un peu notre point de vue. Donc voilà, pour répondre à votre remarque, oui, je crois qu'il y a 2 problèmes. Que d'une part, on a un monde de la presse qui est d'ailleurs avec un plafond de verre qui est dingue, bien plus que dans l'industrie, il faut être clair. Et on descend d'ailleurs beaucoup plus bas dans la hiérarchie. Si vous regardez le nombre de femmes qui signent des éditoriaux, c'est extrêmement rare. Donc, aller vers essayer de les sensibiliser. On a essayé, nous, toute petite assoce encore, pas grand-chose, mais ça a été un échec. Il y a un côté, oui, on est les porteurs du savoir. Donc, on ne se remet pas en cause. Il y a un côté feignantiste qui est quand même de plus en plus navrant et qui s'explique en partie par un manque d'argent. Le tout s'entraînant de façon dans une spirale qui est extrêmement peu vertueuse en ce moment. C'est-à-dire, on n'a pas d'argent, on n'investit plus, et puis on secoue les marronniers, on ressort des sujets faciles, et on ne va pas se questionner sur tout un tas de choses. On cherche un expert qui va nous parler, je sors du monde économique, mais de la géopolitique du Moyen-Orient. C'est forcément un mec, on le connaît, c'est toujours le même, pouf, et on ne va pas aller se dire qu'il y a des filles formidables qui ont étudié là-dessus. On veut parler de la finance, ça me permet de rebondir sur une remarque qui a été faite tout à l'heure par Madame de Volvo, qui disait qu'en fait les freins ne sont pas toujours où on l'imagine. Voilà, je pense que le monde de la finance, qui est un monde... je suis un ancien de l'IAE, je suis passé par ce monde-là, qui est un monde qui est de diplômés. Donc ça va à l'envers un petit peu de quelques éléments de réponse qui ont été donnés tout à l'heure. C'est un monde où la place des femmes, par contre, est
je ne veux pas dire que c'est presque le pire en France, mais on ne doit pas être bien loin. Et je pense au réseau de femmes qui se créent dans le monde de la finance. Elles rament, mais vraiment elles rament dans les grandes entreprises de finance. Donc voilà. J'entends, mais en même temps, j'entends ce que vous dites, une chose aussi tout à fait intéressante, c'est notre libre arbitre individuel. C'est-à-dire qu'on a aussi, on évoque beaucoup les solutions qui seraient très institutionnelles, très collectives, mais j'entends quand vous dites à Marie, je vous pose ce genre de questions, envoyez-moi balader. Ça revenait un peu à ce qu'évoquait un peu une dame tout à l'heure. Il y a une part de notre capacité individuellement à agir aussi sur ces aspects-là, ne pas accepter tout et n'importe quoi, avoir un droit de regard, des choses comme ça. Oui, mais en tant que femme et homme. Ouais, tout à fait. Il ne faut pas porter ça. Enfin, là, je m'adressais à... Non, vous avez raison. Oui, tout à fait. Voilà, à préciser, c'est une question de personne, c'est une question de citoyen, c'est une question de professionnel, etc. C'est pas une question d'homme ou de femme. Marie, rapidement, à travers ce que vous venez d'entendre, si aujourd'hui vous deviez refaire le parcours, dites-nous à quoi il faudrait que cet entourage-là, qui ne vous a pas trop aidé, soit particulièrement vigilant. En fait, nous, on s'est rapprochés justement d'un réseau de femmes. Donc, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. On s'est appuyé là-dessus et ça nous a énormément aidé parce qu'on s'est senti plus écoutés, comprises, un peu dans le même bateau, même si c'était pas dit, mais c'était sous-entendu. On est là ensemble, on a les mêmes problèmes, on le dit pas forcément, mais voilà, on sait qu'on se bat pour les mêmes choses. Et puis, pour répondre à ce que vous disiez, pour pallier les problèmes de banquiers, on allait voir une banquière, on allait voir une comptable. Voilà, on a été confrontés à des hommes qui ne voulaient pas forcément nous entendre et nous écouter. Et on s'est dit, on ne veut pas nous entendre, nous écouter, mais on est sûr qu'il y a plein de femmes qui vont être très réactives à notre projet. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait de la ségrégation positive. On s'est dit, on va aller voir les femmes parce qu'on est des femmes et on pense qu'elles vont plus nous aider. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, voilà. C'est une sorte de fonction, pardon, mais pourquoi pas, de lobbying finalement, pour aussi créer du collectif et enclencher un certain nombre de choses, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et par rapport à ce qu'une dame a dit tout à l'heure sur oser, moi je pense qu'il faut oser et que toutes les actions personnelles regroupées vont faire une action globale et va avoir de l'influence sur les lois, sur les mentalités, sur, je sais pas, j'avais envie de parler du rythme scolaire. Aujourd'hui, on doit aller chercher ses enfants à l'école à 4h moins le quart. Il faut aussi que toute la société s'organise autour de ça. Mais si chaque personne individuellement fait les choses, on peut arriver petit à petit à aller plus loin. Et pour le coup, on est bien d'accord, comme le dit Pierre-Yves, homme ou femme. On est sur une situation de personne, on n'est pas sur une approche tout à fait sexuée. Christophe, sur ce qui vient de se dire, je vous avais demandé un petit peu ce travail, on a dit plein de choses. Si on devait, avant de redonner la parole au public, tirer quelques fils peut-être pour se mettre en perspective, dire le combat continue, si j'ose dire, et sur quoi il faut axer notre réflexion. Alors du point de vue, là je prends ma casquette RH, je crois qu'avec l'exemple de GDF Suez, j'ai pratiquement plus rien à rajouter. Je crois que vous avez eu à peu près la liste que je dois faire de l'ensemble des dispositifs RH qu'on peut mettre en place pour pouvoir aider ces questions d'égalité et de mixité. J'en trouverais bien un ou deux, comme par exemple dans les décisions de recrutement et les décisions de promotion, ne jamais prendre ces décisions seules, toujours constituer des jurys, faire des jurys mixtes et par exemple chez Hewlett-Packard que ces jurys mixtes soient aussi des jurys dans lesquels on vérifie que les 3 ou 4 personnes qui vont décider n'aiment pas le même diplôme. Parce que, attention, on l'a dit, en France, on a une culture du diplôme qui est une maladie grave, la diplomite aiguë. Et donc, les réseaux de cooptation de grandes écoles, qui sont elles-mêmes des écoles extrêmement sexuées, vont naturellement, entre guillemets, reproduire le système. Donc, dire une décision de promotion sera prise par 4 personnes et pas par une, et on regardera qui c'est qui a c'est d'une simplicité. Enfin, vous voyez, en RH, ça prend pas 10 heures pour faire ça. Et c'est souvent ces petites solutions qui doivent être alors maintenues. Il faut le faire tout le temps, vérifier qu'à chaque fois, il n'y en ait pas un qui est dérivé. On en a mis que 3, puis on était 2 du même diplôme. Non, là, voilà, il faut être extrêmement systématique. C'est Armelle Carminati qui en parlait bien mieux que moi quand elle était responsable de ces sujets à Accenture. Et c'est tout le temps asséner ce discours et vérifier qu'on construit des équilibres. Ça, effectivement, ça va donner des résultats. Bon, après, tout le reste... Je ne vais pas reprendre parce que vous avez dit à peu près tout ce qu'on peut faire dans le domaine. Juste deux, trois choses très rapides.
Alors là, je reprends un peu à la fois la casquette de consultant et de chercheur. Sur la mixité, il faut être extrêmement prudent. C'est un sujet sur lequel il est très difficile d'agir. Alors d'abord parce que vous avez été très soucieuse de la formulation. Il faut faire attention, l'entretien de retour de congé maternité, c'est quand même mieux quand on dit entretien de retour de longue absence. Parce qu'il y a aussi plus d'hommes que de femmes qui ont des accidents du travail, qui produisent de l'absence longue pour raison de maladie. Et donc, il faut prendre tout le monde. Il faut faire très attention quand on travaille sur la mixité. Moi, j'ai accompagné les entreprises dans la rédaction d'accords, à la façon dont on formule les objectifs, les façons de faire, les méthodes. Parce qu'on peut... Parfois, c'est deux mots, c'est du wording, dans la phrase qu'on met, on peut inciter à ne penser qu'à un des sexes. Et en fait, il faut absolument penser l'égalité et la mixité pour tout le monde, et absolument pas en faire une affaire de femmes. Donc du coup, sur la mixité, aussi un point, il y a très peu d'entreprises qui aujourd'hui essayent de féminiser les métiers masculins, enfin de masculiniser les métiers féminins. Donc par exemple, de faire entrer des hommes dans les métiers de secrétaire. Exemple que j'ai pris tout à l'heure. Il y a 3 entreprises, à ma connaissance, en France qui le font. Alors, le problème, c'est que les entreprises font la mixisation dans un sens, celle qu'on évoque toujours plus, exactement de la même manière que dans l'autre. Or, on le sait sociologiquement, ces deux processus seraient différents. Les femmes ont tout intérêt, pour des raisons par exemple financières, à essayer de rentrer dans les métiers masculins, qui sont généralement mieux payés. En plus, elles auront une prime de pionnière, on le voit très bien aujourd'hui, elles auront tendance à être même mieux payées que les hommes, au début où les femmes rentrent dans un métier masculin. Par contre, effectivement, un homme qui rentre dans un métier de femme, il risque de perdre en salaire par rapport à d'autres métiers qu'il aurait pu faire. Et surtout, il va devoir se taper le regard des autres hommes. Chez les hommes, la question du regard, la masculinité se construit dans le regard entre garçons. Et donc, du coup, les hommes qui vont dans les métiers féminins sont souvent montrés du doigt dans la société en général. Et donc, eux, ils doivent ramer dur, et en plus, pour pas franchement gagner plus. Et alors le pire pour vous, mesdames, c'est quand les hommes arrivent à rentrer dans les métiers très féminins, en général, en 5 ans, ils sont tout en haut. Et donc, moi, j'ai eu le cas d'un client comme ça, il y avait 98% de femmes et 50% d'hommes au conseil d'administration. Donc ces processus, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Ils sont différents, ils sont asymétriques, et les entreprises doivent être plus précises souvent sur la façon dont elles vont accompagner cette mixité, qui ne doit être qu'un objectif et jamais une logique de quota, et c'est plus un processus qu'un objectif. C'est le cheminement qui est intéressant. Donc là, je pense qu'il faut être vigilant de mesures trop imposées, trop descendantes, qui sont parfois très mal prises en plus par le management. Qui va procéder à des mécanismes de résistance au quotidien, qui va tout freiner. Donc là, il faut faire très attention. J'entends, c'est important. Hein. On peut travailler cette question de l'égalité, mais pas faire tout pareil pour tout le monde. Hein. C'est ça que j'entends, qui me semble intéressant. Voilà, je vous propose de rouvrir cette deuxième séquence de réflexion. Alors, pardonnez, je vais aller d'abord vers les gens qui ne se sont pas exprimés par principe d'égalité. Madame, je crois, et puis madame devant. Allez, madame, allez-y, oui, merci. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis étudiante et je voudrais poser une question à Madame la représentante de GDF Suez, parce que de la même manière qu'on a fait la remarque sur les panneaux et la masculinité, finalement c'est une femme qui est un exemple de cette osée dont elle parlait, qui est en train de nous parler de la mixité et de la féminisation des postes. Et je voudrais savoir, en fait, j'ai bien apprécié vos exemples de mise en place de solutions, mais je me pose la question, en fait, de ce qui a initié toute cette démarche, en fait, au sein de votre entreprise, qui est exemplaire et qui est finalement une exception aussi dans le domaine. Est-ce que les hommes ont été mis à contribution? Est-ce que c'est venu pour une question de performance, ou est-ce qu'il y a aussi une question de valeur et ben voilà, leur place dans cette dynamique, puisque vous êtes représentatif de ça, et j'imagine que vous avez eu beaucoup d'implications et d'impact et de réussite, bravo. Mais les hommes qu'ont-ils fait? Voilà. Merci madame pour votre question. Madame Morin. Alors, les hommes, ils ont été à la pointe et porteurs de tout cela, puisque en fait, nous avons un président qui aujourd'hui est un homme, qui sera avant de laisser sa place. Gérard Mestralet est un homme qui a toujours placé le social et l'humain au cœur de la stratégie du groupe, puisque nous sommes partis d'un postulat de base depuis 20 ans, qu'il ne pouvait pas y avoir de projet industriel stratégique sans projet social et humain. Et dans le projet social et humain, il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a de la responsabilité sociale,
il y a tout un ensemble de choses. Et donc ces sujets, ils ont toujours été portés au plus haut niveau de l'entreprise par le président, donc par un homme, accompagné bien sûr de la directrice des communications, puisque c'est une femme, bon, de la DRH, etc. Mais donc les hommes ont toujours été associés. Et je peux vous raconter une petite anecdote, c'est qu'il y a quelques années, nous avons une convention des cadres dirigeants, hein, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme la plupart des grands groupes. Et donc des cadres dirigeants qui viennent du monde entier, on en a 600 et on les réunit une fois par an. Et il y a de mémoire 4 ans, 5 ans, avant la convention, la direction de la communication a tourné un petit film dans le groupe. Enfin, ils sont allés interviewer des hommes, des femmes au hasard, avec des questions un peu neutres. Mais c'était, et vous avez des collaboratrices et elles sont là, elle est enceinte, bon, etc. Donc des questions qui paraissaient très neutres. Et avec des réponses où on a vu apparaître tous les stéréotypes possibles et imaginables. Ce film, qui durait 7-8 minutes, il a été projeté en ouverture de la convention des cadres dirigeants. Et en gros, c'était alors du top niveau de l'entreprise, qui disait « Ah ben non, moi je ne vais jamais prendre une femme parce qu'elle va avoir des enfants, elle ne sera jamais là. Moi non, parce qu'elle aura toujours des histoires de petits copains. » Enfin, on a tout entendu. Et ben, je peux vous dire que ça a acheté un froid, parce qu'après la projection du film, les 600 dirigeants se regardaient, sachant qu'à l'époque, dans les 600 dirigeants, on devait être 30 femmes. Hein. Donc, tous les hommes se regardaient, ils ne savaient plus vraiment où se mettre. Et Gérard Mestralet a simplement dit « Eh bien, j'espère ne jamais revoir ce film. » Ok. Merci pour votre témoignage. Madame, vous souhaitiez intervenir. Je crois que j'avais une dame. Voilà, peut-être là. Voilà, madame. Oui, bonsoir. Je suis Brigitte Terrier. J'accompagne des personnes privées d'emploi depuis 12 ans. Et je voulais témoigner dans l'autre sens de ce que vous avez cité. Justement, j'ai eu à accompagner un homme qui avait pris 2 congés parentaux lors de la naissance de ses 2 enfants. Et qui avait énormément de mal à les justifier, non pas les expliquer et à parler de son parcours, mais à les justifier. Et qui avait en face de lui des gens qui étaient effarés qu'un homme ait pris des congés parentaux. Alors on va dire qu'il est précurseur, mais en tout cas c'était assez lourd à porter pour lui. Et le message derrière, madame, c'est-à-dire le message, c'est que on est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont des comportements qu'on attend de femmes, et puis bon, ça part de, c'est quelque chose qui paraît normal, alors que quand c'est un homme qui le vit, c'est complètement différent. Changeons nos repères, hein, ça c'est important. On est complètement là-dedans. Madame, voilà, on va vous donner un micro. Mademoiselle, voilà, est-ce que je peux vous donner un micro à cette dame là qui vient de nous rejoindre dans quelques instants? Merci, madame, de votre témoignage. C'est à moi? Oui, je vous en prie, madame. Oui. Je voulais juste faire un... Merci de vous présenter, chère madame. Oui, Martine Capel. J'étais DRH d'une entreprise, une PME, donc 250 personnes. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, donc la nécessité depuis 3-4 ans, je ne sais plus maintenant, donc de réaliser un rapport de situation comparée hommes-femmes. Et l'entreprise donc était spécialisée dans le développement pharmaceutique, donc une grosse population de cadres, chercheurs, où là effectivement on retrouvait une grande mixité globalement dans la fonction cadre, puisque comme on l'a bien dit, donc beaucoup de femmes donc poursuivent des études brillamment, et donc il y avait vraiment une volonté là de mixité et au niveau de nos recrutements en tout cas de favoriser voilà, la compétence, hein, et on était vraiment complètement anti-discrimination positive. Ce qui nous a vraiment interpellé avec la commission, hein, puisque avec les représentants du personnel, c'était de voir effectivement que dans cette population cadre, plus on montait dans la hiérarchie, moins il y avait de femmes. Hein, donc on avait 3 strates hiérarchiques, hein, cadre, chef de service, directeur, et effectivement, plus on montait, moins il y avait de femmes. Et effectivement, dans ces populations chefs de service directeurs, il pouvait y avoir également des écarts de salaire assez significatifs, mais quand on creusait un petit peu plus, dû effectivement et aux problèmes d'autonomie, de responsabilité, etc. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que ce qu'on constatait aussi, je rejoins ce que disait Madame Terrier,
98% des temps partiels étaient féminins, et 98% des congés parentaux étaient également féminins. Donc à partir de là, il était assez compliqué pour l'entreprise d'agir sur ce levier-là. On avait beau essayer de sensibiliser nos messieurs au dispositif de congés parentaux et de temps partiel. Après, c'est un choix de famille. Et juste pour finir, j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec un certain nombre de nos femmes cadres pour leur proposer des postes de chef de service. Elles n'en ont pas voulu parce qu'effectivement, cela implique une très grande flexibilité, des responsabilités en termes d'horaire, et que bien souvent, on est confronté en tant que femme à la femme mère aussi. Voilà. Merci Madame pour votre témoignage. Marianne, bonjour. Oui, pardon, Juste monsieur une réaction, Falcoz. parce que là, on touche à un point essentiel. Je vais faire écho à ce que vous venez de dire. J'ai participé en tant que consultant à la mise en place des dispositifs de mentoring pour les N-1 du comité exécutif du groupe Kering, ex-PPR. Et le PDG, que vous connaissez, il est très médiatique, est venu ouvrir la formation. Et lui, la première chose qu'il a dit, on va faire du mentoring. Donc, messieurs, il y avait principalement des hommes mentors, mais il y avait aussi des femmes. La première chose que vous allez faire, c'est surtout pas dire aux femmes au potentiel de reproduire votre façon de faire, et c'est plutôt vous qui allez apprendre des personnes que vous allez mentorer. Donc alors c'était parfait, pour moi c'était un magnifique voie pour travailler, parce qu'en fait ce qu'il est venu dire, c'est que il faut impérativement changer les systèmes de gestion de carrière et de management. Si une entreprise passe son temps par l'exemplarité et le discours à dire qu'être un bon manager, c'est arriver avant le patron, partir avant le patron, être extrêmement loyal et disponible, le bon vieux modèle du cadre à la française, effectivement les femmes, compte tenu de la répartition des tâches aujourd'hui en dehors du travail, les femmes font 1h30 par jour de travail domestique en plus que les hommes, dernière statistique, eh bien elles ne pourront pas prendre ces postes. Donc elles s'interdisent à postuler, pas parce qu'elles manquent de courage, mais parce que la façon dont est conçu le management leur dit ne venez pas, ça ne marchera pas. Donc il faut changer aussi la façon de concevoir les carrières et la façon d'être un bon manager pour que tout le monde puisse y accéder. Et ce qui est heureux, c'est que de plus en plus de garçons dans la jeune génération ne sont aussi pas d'accord avec la loyauté à tout prix, la carrière qui sacrifie tout. Et voilà, donc je pense que là, il y a un énorme travail à faire. C'est là, en fait, où il y a le plus de solutions pour faire sauter le plafond de verre. Merci, pardon. Donc, je reviens vers vous, Marianne Leroux. Vous travaillez ces questions au niveau de la région Rhône-Alpes. Et moi, ça m'intéresse. Alors, on essaie de s'interroger sur. On voit bien que Madame nous disait il faut faire un peu feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on voit bien que chez GDF Suez, on ne travaille pas juste une question, on essaie d'avoir une approche très globale, très systémique. Et on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses auxquelles il faut être vigilant. Alors, je sais que vous y travaillez, par exemple, vous y travaillez avec les établissements scolaires, parce que c'est une responsabilité de la région. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 points de vigilance qui, à travers tout le travail que vous menez, vous semblent essentiels pour qu'on avance? On a dit qu'on n'en était pas resté il y a 20 ans, mais il y a encore sans doute des marges de progrès énormes. Oui, bonjour, je suis Marianne Leroux, donc chargée de mission égalité femmes-hommes au Conseil régional Rhône-Alpes, qui est une grande organisation, 6000 agents sur l'ensemble du territoire de Rhône-Alpes, bientôt Rhône-Alpes-Auvergne, avec 1500 personnes au siège à Confluence. Donc toute proportion gardée, évidemment, nous ne sommes pas une entreprise, mais nous avons cette inertie des grandes organisations. Et ce que disait Madame tout à l'heure sur la façon de... Je reviendrai à votre question après, mais je voulais tout de suite réagir à ce que disait Madame sur la nécessaire implication du haut management est fondamentale. Parce que même quand on est une collectivité avec des élus et un président d'exécutif qui décide qu'il va y avoir une vice-présidente dédiée à cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui décide qu'il y aura en gros ce triptyque magique de la vice-présidence dédiée, de la ligne budgétaire dédiée et de l'équivalent temps plein dédié, c'est les 3... ce qui permet de produire l'accord magique qui fait tout fonctionner, l'argent, la responsabilité et puis la force de travail mise à disposition. S'il n'y a pas cette volonté du haut management qui, quand ça dérape, parce que sur cette question d'égalité, dès lors qu'on essaye de produire des politiques publiques qui ne produisent pas de la discrimination, dès qu'on est dans cette posture,
ça dérape forcément parce que ça embête forcément. On touche dans ces questions à la structure même de l'organisation, on touche au patriarcat, on touche à l'intime, on touche à... donc même à un moment, les meilleures volontés se trouvent heurtées par ça et c'est très difficile de garder le cap. Donc c'est vrai que Madame a eu Monsieur Mestralet, nous on a la chance d'avoir un président qui, quand on sent que ça commence à flageoler, on sait qu'on peut aller voir et que dans le meilleur des cas, il siffle la fin de la récréation et il remet tout le monde dans le cadre. Et ça, c'est vraiment fondamental. Une entreprise où on ne se... Je crois que c'est M. Valcos qui parlait uniquement du discours. Si on est uniquement dans le discours, on n'y arrive pas. Si, où on y arrive, on fait de la pure com et on fait du déclaratif et le temps de laisser passer l'orage. Et puis après, un peu comme ça m'a souvent fait penser à ces plats de gelée anglaise, vous savez, vous les secouez, alors le temps que vous les secouez, ça bouge, on a l'impression, puis vous lâchez, ça revient comme c'était avant. Donc dans les organisations, il faut vraiment être attentif à avoir cette sorte de ligne directe avec ce management qui est indispensable. Et il faut aussi rappeler toujours au management qu'il n'est pas là simplement pour donner les clés et puis débrouille-toi après. On a besoin de lui en permanence. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ce phare qui permet de faire avancer en ayant sans arrêt un lien direct avec cette vision politique dans l'entreprise. Ah oui, bah alors si, oui. Je vais vous dire aussi pour les entreprises, je suis mon idée. Pour les établissements scolaires, c'est vrai que nous, au Conseil régional, on s'est dit qu'il fallait évidemment agir tous azimuts, alors avec un tout petit budget et une force de travail qui est finalement assez peu nombreuse. Et avec ce petit budget, on a décidé d'aller sur l'égalité professionnelle, bien entendu, mais de prendre à la source, et on a signé avec l'État une convention qui s'appelle Territoire d'excellence, qui a permis de repérer des projets qui allaient dans les lycées et qui véhiculaient qui faisaient travailler les élèves sur cette question de la lutte contre les stéréotypes, les choix d'orientation, enfin tout ce qui produit de l'inertie et qui fait que les filles restent dans les 8 familles de métiers et que les hommes n'osent pas aller dans ces 8 familles de métiers parce que tout ce qui relève de l'ordre du soin, du care, c'est féminin parce que vous savez, la femme, la mère, etc. Bon, voilà. Toutes ces choses un peu moisies, mais qui sont multimillénaires et qu'on n'a pas la prétention en 6 ans de mandat de bousculer et de mettre à la poubelle. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces actions qui sont lancées auprès des plus jeunes publics, on pense très sincèrement que elles permettent de mettre des petites graines de plomb dans ces jeunes cervelles et qu'on sait, mais il en sortira toujours quelque chose. Et par exemple, pendant la quinzaine de l'égalité, qui a donc lieu tous les ans en octobre, on a proposé à des lycéens sur le tracé du Rhône de venir sur une péniche qu'on avait amarrée dans des villes côtières du Rhône, et donc de travailler autour d'un film dédié à la question du travail sur le féminisme, et puis autour de l'exposition effectivement de Pierre-Yves Ginet sur les grandes résistantes contemporaines. Et c'est toujours intéressant de voir que ces jeunes qui étaient entre la seconde et la terminale découvraient qui était Geneviève de Gaulle, découvraient qui était... Malala, ça va, il connaissait parce qu'elle avait fait quelques couvertures. Et c'est toujours intéressant aussi de sans arrêt remettre sur le métier et de leur expliquer qu'il y a eu des gens, que ce n'est pas un truc comme ça qui est né de l'esprit fécond d'un président de collectivité, mais bien qu'on s'inscrit dans une lutte qui est là aussi... qui est en place depuis longtemps, donc on leur explique, les suffragettes, etc. Et c'est toujours intéressant de voir ces grands yeux qui s'ouvrent et on se dit qu'ils repartent un peu moins, je ne vais pas dire moins bêtes, je vais dire moins vides qu'ils ne sont arrivés. Très bien, merci Marianne, pardon. Alors je prends juste très très rapidement, je vous demande très très rapide, mademoiselle, madame, parce qu'après il faut qu'on arrête. Bonsoir, donc, je suis étudiante en management et communication.
Merci pour vos interventions. On l'a vu, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la machine semble en marche. Toutefois, moi, j'ai 2 petits points qui me titillent un peu. Tout d'abord, on parle des politiques de quotas, etc. Mais est-ce que finalement, donner accès à un poste à une femme qui est moins compétente qu'un homme, c'est pas aussi un peu se tirer une balle dans le pied au niveau de la performance qu'on évoquait tout à l'heure? Et puis, deuxième point, je m'étonne un peu que ça n'ait pas été abordé au risque de jeter un petit froid, mais aucun d'entre vous n'a abordé la prise en compte de la simple différence naturelle entre un homme et une femme, et que de par leur nature, les femmes sont différentes des hommes, et ça me semble indispensable de le prendre en compte dans toutes ces politiques. Pour moi, un homme ne peut pas allaiter ses enfants, et l'exemple est peut-être stupide en soi, mais il n'empêche que c'est pas une question d'inégalité, je pense, mais plutôt de différence. Et est-ce qu'on ne prend pas justement le problème un peu à l'envers? Ok, on va pas. Ça va être, enfin, à moins que vous ayez vraiment quelques secondes, c'est un sujet fondamental que vous posez pour le coup sur les modes de réflexion. On ne va pas y répondre, je suis désolé, mais vous voulez répondre? Non mais. Ouais, non. Allez-y alors, rapidement. Bah, l'allaitement n'est pas un métier. Donc jusque-là, on ne devrait pas. Voilà. Après, il y a des différences, oui. Bah, il y a l'absence de la maternité, full stop. C'est quoi après? Il y a pas, les métiers ne sont. Enfin, concrètement, il y a une absence de mixité professionnelle. Mais quel métier ne peut pas être réalisé par un homme ou une femme, compte tenu de cette différence physiologique? Franchement, je ne vois pas. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que dans toutes les politiques de RH qu'on met en place, on ne prend pas forcément en compte les différences humaines des personnes, et qu'on essaye simplement de... En fait, on essaye de dire, bah voilà, toutes les femmes peuvent accéder à un poste, tous les hommes peuvent accéder à un poste, alors que ce n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas forcément l'envie de tous, et qu'on force peut-être... Ouais. L'envie, c'est une chose, le cas, je ne crois pas. Enfin, l'envie n'est pas le biologique, faites attention aux raccourcis. Et surtout... on va prendre l'exemple de certains pays d'Europe du Nord qui imposent, jusqu'à preuve du contraire, il faut un homme et une femme pour faire des enfants. Donc du coup, quand un couple décide d'avoir des enfants, parce qu'on a la chance en Occident d'avoir le choix de faire des enfants et de le faire à peu près quand on veut les faire, il y a des politiques publiques qui font en sorte que les hommes prennent des congés qui sont à peu près équivalents, liés à l'enfant, à celui que la femme va prendre. Alors pour allaiter, mais bon, l'allaitement est loin d'être aujourd'hui une des solutions, il y a différentes façons d'allaiter, voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que il est très intéressant de voir l'impact que ça a sur les hommes, cette fameuse rupture de carrière liée à la maternité. Les enquêtes dans les pays d'Europe du Nord qui pratiquent le congé obligatoire pour le père de 3 à 6 mois, montre que les hommes n'ont plus l'argument à donner aux femmes qui reviennent à la maternité. Oui, mais tu sais, ça fait 6 mois que tu n'es pas là, ton poste a un peu changé, tu n'es plus tout à fait au courant des dernières pratiques, donc je n'ai pas à te donner tout à fait tes responsabilités. C'est le problème du frein à la carrière et à la rémunération. Effectivement, quand monsieur a fait une durée d'arrêt liée à son désir d'enfant dans son couple équivalent à celui de madame, cet argument, il tombe à l'eau. Parce que lui-même n'a pas été là pendant 6 mois. Et là, c'est marrant, ça produit de l'égalité, y compris en effaçant d'une certaine manière socialement les soi-disant différentes biologiques. Pardon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était un débat assez long de la façon dont vous avez posé la question. Merci, sur ces éléments de réponse. Je suis désolé, madame, je ne vais pas avoir le temps parce qu'on a un impératif, c'est poursuivre et aller dans le salon des symboles. Et vous allez peut-être pouvoir continuer les discussions de manière plus individuelle. Alors, je crois que je vais demander à Chao, c'est ça, de conclure nos échanges, c'est ça? Alors, je vous en prie. Au nom de toute l'équipe, je voudrais remercier notre animateur, Monsieur Claude Koscharrer, qui nous a gracieusement offert ses services ce soir. Et grâce à vous tous, nous les étudiants, nous avons l'occasion de vous rencontrer les professionnels. Et maintenant, nous nous convions à poursuivre cette conversation dans le salon de symboles. Si vous ne connaissez pas le chemin, mes camarades et moi, nous allons vous y escorter. Alors, voilà, merci beaucoup et merci aux intervenants. Merci à vous pour cet échange. Merci à vous tous.